Je me suis dit, OK, tu as 30 ans, est-ce que c'est ça que tu veux faire de ta vie? Grosso merdo, j'avais le choix, maintenant que j'avais fait 8 ans de chasseur de tête, est-ce que tu vas faire ça pendant 30 ans, 40 ans? Parce que maintenant que tu as commencé à te constituer un carnet d'adresses, il va falloir continuer à le faire. Et si tu veux être bon dans ce que tu fais, il faut se créer un nom. Donc, est-ce que tu as envie de ça ou est-ce que est-ce qu'on ferait pas autre chose? Est-ce qu'on s'épanouirait pas mieux dans un autre domaine, quel qu'il soit? Chacun est né pour quelque chose. La difficulté, c'est de le trouver. Et c'est ça le plus difficile. Et de se dire, OK, parfois, il faut se lancer, il faut prendre le risque. Tu vois, j'ai eu 10 ans, j'avais un salaire confortable, j'avais pas de besoin de me risquer, mais j'ai pas envie de continuer à faire ça. Et j'ai pris le risque en me disant, OK, 30 ans, un loyer impayé, un bébé, une femme, OK, chômage, je lance une marque de t-shirt. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans coupe, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Alain. Nous avons fait la même école de commerce. Quel plaisir de le retrouver quelques années après. Depuis, Alain a eu un chemin plutôt atypique que j'ai le plaisir de vous faire découvrir. Dans l'épisode, je vous parle de mon programme pour trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix. Depuis l'enregistrement, ça y est, des participants l'ont fini. Et devinez quoi? Ils ont réussi à retrouver qui ils sont et leur mission de vie. Vous pouvez découvrir leurs témoignages dans le lien que je vous mets en bas dans les notes de l'épisode. Ce programme est d'ailleurs finançable à 100% avec votre CPF. Revenons-en à Alain. Alain a donc fait l'IPAG. Il a commencé sa carrière en tant que chasseur de tête. À 30 ans, il a dit stop à cette vie-là et s'est consacré à sa passion du moment, animateur de podcast sur le poker. C'est dans ce contexte qu'Alain va créer sa première entreprise, T-shirt Corner. Puis, il est devenu une sorte de serial entrepreneur. Son dernier bébé en date, Stylé, dont nous vous parlons bien évidemment dans l'épisode. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Alain Léravou. Bonjour Alain. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Eh bien, j'ai choisi un surf. Alors, pourquoi un surf, vas-tu me dire? Le surf parce que je suis fan de surf. Alors, je suis pas le plus grand surfeur parce que je m'y suis mis tard après avoir fait des dizaines d'années de skate. Mais le surf parce que la liberté, la glisse, la mer, le soleil, la difficulté physique, et puis encore une fois la liberté, surtout en cette époque où ça te permet d'être en phase avec toi-même, avec la nature, le repos, le calme et la tempête, à peu près tous les éléments en même temps. Donc écoute, c'est ce qui me ressemble un peu. Voilà. Le plus. Où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi dans l'Oise, à Gouvieux, une petite commune à côté de Chantilly. J'ai fait mes études après collège, lycée à Senlis, et puis après direction Paris, à l'IPAG. Oui, en effet. Avant qu'on parle de l'IPAG, quel type de petit garçon tu étais? Écoute, j'étais un garçon, d'après mes parents, calme, sportif, plutôt dans l'observation, au contraire de mes enfants qui sont plutôt dans l'action. J'étais plutôt dans l'observation. J'étais, je crois, assez sage. Je suivais beaucoup mes parents qui faisaient beaucoup de sport. Et je me suis mis très rapidement à faire beaucoup de sport très tôt, du tennis, de la natation, du basket. Et je suivais mon grand frère qui faisait les championnats de France de natation un peu dans toutes les piscines de France. Super. Et quand tu étais petit, c'était quoi tes rêves à toi? Ah, mes rêves. Écoute, très tôt, j'ai eu un rêve. C'était le voyage. J'avais plutôt envie de me dire que je voulais un travail qui me permette d'être heureux et qui me permette surtout de voyager. En fait, je cherchais pas du tout, si tu veux, la
la richesse en me disant ouais, je voudrais une grosse voiture, je voudrais une grosse maison. J'étais plutôt à me dire je voudrais pas forcément une grosse voiture, une grosse maison, mais par contre, je pourrais faire plein de sports, je pourrais voyager partout dans le monde, je pourrais être libre. C'est plutôt ça ce dont je rêvais et je rêvais d'aller à Tahiti. Alors, je suis content, ça a pu être fait. Mais comme la chanson d'ailleurs, un jour j'irai à Tahiti. Je la connais pas celle-là. C'est exactement ça. J'avais écoute, mes enfants arrêtent pas de me la chanter. Je sais pas qui la chante exactement, mais ouais, plutôt envie de voyage et de liberté, pas de contraintes, un peu d'insouciance. Voilà, c'était plutôt ça, je crois. Et au moment de choisir ce que tu allais faire en terminale, ça s'est passé comment? Ou même avant? Est-ce qu'il y a eu des moments fatidiques? Écoute, le parcours a été simple. J'ai un peu fait ce qu'on m'a dit. J'ai pas trop cherché en fait à créer ma propre voie. Écoute, mes parents me disaient faut que tu aies les bonnes notes à l'école, faut que tu fasses S pour avoir le plus de choix possible. Et si tu es bon à l'école et si tu as des bonnes notes, tu pourras aller à tes entraînements de basket le soir ou le week-end. Donc j'avais un objectif, c'était d'être bon à l'école suffisamment pour pouvoir faire mes entraînements et puis après faire un peu la voie qu'on me traçait. Donc écoute, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas eu j'ai envie de te dire, c'était un peu la voie du milieu social dans lequel j'étais, c'est-à-dire sans-lysien, on va dire pseudo-bourgeois, de bonne famille, mais un peu cosmopolite, et qui était globalement la voie qu'on te trace et la voie qui malheureusement fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de crises de la trentaine, entre guillemets, c'est de se dire, écoute, tu vas passer ton bac, tu vas faire une école de commerce ou une école d'ingénieur ou médecin, et puis tu gagneras bien ta vie, et puis tu feras ça toute ta vie, et puis tu te tais maintenant, hein, et tu fais tes devoirs. Donc si tu veux, c'est un peu le parcours et je pense le discours que notre génération a eu de nos parents parce qu'ils n'ont pas vécu cette transition de se dire que finalement, quand tu fais un métier, tu ne le fais pas toute ta vie, que quand tu rentres dans une boîte, finalement, tu n'y restes pas toute ta vie. Et que aujourd'hui il y a quand même du chômage, qu'il n'y a pas du boulot pour tout le monde, mais que tu peux choisir ton boulot. Et au final, j'ai pris la voie de je fais mes études, ok, il faut faire une prépa HEC, tiens, je vais faire une prépa HEC. Je me suis jamais en fait trop posé de questions, j'ai fait la prépa. Quand je suis arrivé en prépa, ça a été un enfer parce que, écoute, moi j'avais jamais vraiment travaillé de ma vie en fait. Et quand tu arrives en prépa, là que tu comprends ce que c'est que le mot travail, le mot don de soi, c'est-à-dire que tu passes un an à travailler, tu passes un an à travailler pour obtenir des notes catastrophiques où tu as des 3, des 5 de moyenne. J'ai vite compris que c'était pas du tout pour moi et que j'étais pas du tout fait pour ça. Donc j'ai fait un an et puis j'ai arrêté. Et j'ai fait mon école de commerce en 4 ans. Je dirais. Très grande école de commerce. De manière. Voilà, exactement. Avec des gens extraordinaires. Avec des gens merveilleux qui ont fait des parcours extraordinaires. Comment tes parents ils l'ont vécu, le fait que tu arrêtes la classe prépa? Ils l'ont bien vécu en fait parce que, ils m'ont vu dans une zone hors de ma zone de confort, ce qui faisait qu'en fait, je prenais pas de plaisir et que si je prends pas de plaisir, j'ai pas de motivation. Donc ça déjà, c'est un fait. Et puis deuxièmement, j'avais pas de plaisir et puis j'étais pas bon parce que je m'en donnais pas les moyens, parce que j'avais pas envie de ça, parce qu'il y a plein de choses qui à cette époque-là m'intéressaient pas du tout, par maturité, par intérêt. Et puis parce que j'étais pas du tout à cette époque-là dans un esprit de se donner à 200% dans quelque chose qui ne fait pas plaisir parce que ça portera ses fruits dans 5-10 ans, une fois que j'aurai terminé mes études, parce que ça me permettra d'avoir une autre école, etc. Donc, ils l'ont assez bien pris parce qu'au final, ils se sont dit, OK,
c'est pas fait pour lui, mais on a confiance en lui. Il sera bon dans autre chose. Donc, qu'il fasse autre chose. Ouais, chouette. Et puis, mes parents m'ont toujours un peu laissé la liberté en me disant, bon, bah voilà, voici le chemin qu'il faut suivre. Maintenant, écoute, tu t'en donnes les moyens, mais ils m'ont jamais forcé à rien. Ils m'ont jamais dit, tu prends cette école. Ils m'ont jamais dit, tu fais une prépa HEC. Ils m'ont dit, la route, si tu veux faire ça, c'est bien, il faut faire une prépa HEC. Je me suis jamais trop posé la question. En fait, je l'ai fait un peu bêtement, un peu comme T'as je pense suivi la aussi masse de beaucoup d'élèves l'école. qui sortent de terminale. Ouais, voilà, tu vois tous tes copains qui disent bah moi je vais présenter ça, moi je fais telle école, moi je fais une prépa, bon bah je vais faire une prépa et puis j'ai été accepté et puis je l'ai fait et puis ça m'a pas plu, j'ai arrêté. Donc j'étais un peu dans le j'étais un peu dans le moule, j'étais vraiment un suiveur voilà sur le parcours je dirais scolaire. Et tes parents, ils font quoi comme métier? Mon père était dentiste et ma mère travaillait avec lui. Donc, mon père était chirurgien dentiste. Malheureusement, il nous a quittés cette année, paix à son âme. Ok, Et ouais. du coup, ma mère travaillait avec lui. Voilà. Donc, pas du tout destiné non plus à reprendre une voie dans le médical ou la médecine. Pourtant, j'ai beaucoup de ma famille gens de ma famille qui sont médecins ou qui sont dans les travaux manuels. Mais écoute, j'ai horreur des piqûres, donc C'est pas c'est possible. pas fait pour moi. Ouais. Et donc, quand tu as choisi donc, de faire l'IPAG, tu t'étais dit, bon, je fais pas de prépa, je vais pas faire une école après prépa, mais tu es quand même resté dans l'idée de faire du coup une école de commerce. Ouais, j'ai fait une école de commerce. Alors bon, j'étais critique entre guillemets envers la prépa, mais la prépa, la chose magnifique, c'est que ça t'apprend vraiment à travailler. Ouais. C'est incroyable. En fait, une fois que tu as fait une prépa, je pense que t'es prêt à tout et t'as acquis pendant 1 an une capacité, une force de travail, une force d'absorption d'informations qui est hyper importante et qui te sert pour tout le reste de ta vie. Donc ça, au final, je pense que ça a été une grande aide après pour entre guillemets Ouais, pas faire grand-chose en école de commerce et s'en sortir assez facilement. Enfin, assez facilement. Non, pas véritablement, mais en tout cas, la charge de travail qu'on te demande entre une école de commerce et une prépa HEC, il n'y a pas photo. ou prépa HEC ou prépa études maths spé, c'est le jour et la nuit. Donc, je dirais en école de commerce, on va te faire apprendre à mettre en pratique ce que tu apprends et en prépa HEC, on va te faire apprendre à faire marcher ton cerveau en fait. Ouais, on va t'apprendre à apprendre en fait. Ouais. Et t'es quand même allé au bout du coup de la première année de prépa? Écoute, ouais, bah, j'ai fait une année complète et puis c'était largement suffisant. Franchement, Ouais. la deuxième année, non, ça aurait pas été possible. Je le voyais même pas en option. Je pense que même si j'avais la capacité de passer en deuxième année, je l'aurais pas fait vraiment pas l'envie. D'accord. Donc, du coup, tu intègres la grande école qui est l'IPAG. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait l'IPAG avec toi, donc c'est pour ça qu'on rigole. Et j'ai invité aussi Olivier Garibal. Je ne sais pas si tu l'avais connu, il était dans la promo En dessous de nous. Et Olivier, c'est quelqu'un qui a eu un parcours absolument incroyable parce qu'il a... Bon, lui, il a fait l'IPAG, il était banquier à la BNP et en fait, il a eu un énorme problème de santé et qui a fait que ça lui a complètement changé sa façon de voir le monde et il a dit bon bah ok, je vais prendre ma vie en main à partir de là. Et maintenant, il est producteur d'huile d'olive. Il produit une des meilleures huiles d'olive du monde que je recommande parce qu'elle est vraiment excellente. Et aujourd'hui, bah, il est heureux, il est à sa place. Mais bon, lui, il aura dû attendre un truc vraiment très, très, très costaud pour se mettre en mouvement, quoi. Ouais, un déclencheur. Ouais, un vrai déclencheur. Ouais. Et après,
En dernière année de l'IPAG, on avait une spécialisation. Toi, tu avais suivi quelle spé? Moi, j'ai fait une spé RH, ressources humaines. Ouais. Écoute, j'avais très envie de faire du recrutement. Donc, écoute, je me suis retrouvé dans une classe qu'avec des nanas, en fait. Ouais. Il y avait peut-être 2-3 mecs, et que des nanas. RH, écoute, j'étais très content d'être là. Le reste, compta, finance, mais bon, je sais pas trop. Je voulais faire un peu de marketing, mais j'étais pas hyper emballé par le concept de comment faire croire aux gens que le produit est super pour mieux le vendre. Et finalement, c'est ce que je fais un peu tous les jours aujourd'hui dans le e-commerce, et que tu es obligé de te frotter et de faire que du marketing. Mais j'étais plutôt branché par le recrutement. Et pas de à gestion de l'époque. PME, parce qu'il y avait la filière gestion d'entreprise. Écoute, j'étais pas du tout, c'est marrant, hein, au contraire de certains de mes amis, j'étais pas du tout dans une phase d'entrepreneuriat. C'est pas du tout quelque chose auquel j'avais pensé Ok. en étant en école de commerce. C'est marrant, hein, mais euh, aujourd'hui, je crois qu'avec, entre guillemets, la Startup Nation et toute cette mode qu'il y a autour du concept de startup, ça pousse vraiment les jeunes aujourd'hui à monter leur boîte. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est-à-dire que si à l'époque, on nous avait dit, OK, bah, le parcours, c'est pas forcément, bah, tiens, vous allez faire 5 ans ici, 5 ans là et être, je sais pas, au marketing dans telle boîte, puis passer de assistant à responsable, puis directeur Europe, puis machin. Mais de te dire, bah, tiens, vous pouvez monter votre boîte, vous avez une idée, bah, voici les cartes que vous avez pour la créer. Ça aurait été génial, et je pense qu'on aurait pris le pas et le pli un peu avant. Mhm. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand je vois tout ce qui est fait dans les écoles pour créer et monter sa boîte, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai Incroyable. J'ai que l'impression qu'on pousse plus maintenant à développer qu'à suivre un parcours dans une société. ouais, c'est une vraie alternative qui à l'époque, enfin moi je l'avais fait gestion de PME et on était, je sais plus, on était 7 ou 8 je crois dans ce cours, et on était, ouais, c'était vraiment, on était un peu la marge en fait du truc. Ouais. Et après l'IPAG, t'es parti à Sydney? Après l'IPAG, j'ai eu la chance de vivre les meilleures années de ma vie quand je suis parti en Australie. Euh, Écoute, j'ai terminé l'IPAG. J'avais l'option de faire un master 2, une 5e année, et je savais pas trop dans quoi me spécialiser. Et une chose était sûre, c'est que bon, je parlais bien espagnol, mais mon anglais était un anglais vraiment scolaire. Donc je me suis dit rapidement, ok, il faut que je parle anglais. J'avais pas envie d'aller en Angleterre, j'avais pas envie d'aller en Écosse, j'avais pas trop envie d'aller aux US. Par contre, l'Australie, j'étais hyper chaud. Et donc, écoute, ça s'est fait hyper rapidement, je crois, en un mois. Je dis à mes parents, bon bah, j'ai trouvé une université à Sydney. Je connais pas Sydney, je connais pas l'Australie, mais bon, je vais partir 6 mois ou un an pour apprendre l'anglais. Donc ils m'ont dit, bah, ok, vas-y, let's go. Et je suis parti comme ça, mais un peu à l'arrache, avec ma valise. Je savais pas du tout à quoi ressemblait Sydney. Je savais pas du tout à quoi ressemblait l'université. Je me suis dit, ok, bah, je prends l'avion, j'arrive à l'aéroport, je trouve un appart et bref, je me démerde. Et en fait, ça a été 6 mois incroyables, 6 mois de vie où j'ai découvert une ville dont je suis tombé amoureux. Sydney, c'est un mélange de New York, de Los Angeles, de Biarritz. C'est une ville hyper cosmopolite où tu as à la fois la city et le surf, et une grosse culture de la glisse. Et puis comme moi, je faisais du skate tout le temps, j'étais forcément dans mon élément. Et j'ai rencontré plein de nationalités différentes, des Brésiliens, des Colombiens, des Français évidemment, parce qu'il y en a eu beaucoup. Quelques Australiens, mais pas pléthore quand même. Non, pas tant que ça, parce qu'au final, déjà, quand tu es dans une université, pour apprendre l'anglais, du coup, tu te retrouves qu'avec des étrangers. Donc forcément, ton cercle se constitue assez rapidement d'étrangers. Et puis après, les Australiens, si j'en ai rencontré pas mal, mais
les Australiens sont pas forcément des gens qui t'invitent à bouffer chez eux. C'est pas dans leur culture. C'est pas la culture. Tu vas boire un coup, tu vas boire un coup avec eux dans un bar ou tu vas à la resto, mais tu vas très peu chez eux. Tu vas faire des activités avec eux, mais t'as pas cette notion, tu rentres pas dans le cercle familial. À l'inverse des Brésiliens où les Brésiliens, les Colombiens, ils t'accueillent à bras ouverts chez eux, ils te font la popote. C'est deux cultures très très différentes. Et donc, du coup, j'ai passé 6 mois où globalement mon planning c'était le matin, je me levais tôt, j'allais surfer. Après, j'allais en cours de 9h jusqu'à 14h. 14h, on allait faire un barbecue sur la plage. Et de 15h à 19h, j'étais dans l'eau à surfer. Et 20h, la douche. 21h, dans les bars à boire de la bibi et à faire la fête dans Sydney. Donc, autant te dire que la vie était cool et que ça a été une belle expérience de vie et que la vie à l'australienne, qui sont des gens, surtout à Sydney, qui sont des gens hyper sportifs, hyper carrés, c'est des grands bosseurs. Ils se donnent les moyens de tout faire. C'est un pays qui est grand comme l'Europe et qui a une population qui fait je sais plus combien il y a d'habitants en Australie, mais en tout cas. Ça, je pourrais pas t'aider. Moi, les chiffres, c'est pas mon truc. Je pourrais même pas te dire combien il y a d'habitants en France, donc si tu veux. J'assume les chiffres et moi, c'est pas ça. Mais globalement, en fait, tu as tout à construire dans ce continent. Tu as plein de choses à développer. Parce que le territoire est pas trop occupé, parce que la terre, je dirais, est assez attractive et qu'il y a plein de choses à construire, à développer. Mais pourquoi t'es rentré ? Il faut s'en donner les moyens là-bas. Écoute, c'est ma femme qui est venue me chercher pour tout avouer. J'avais fait 6 mois et elle me rejoignait le mois d'après parce que j'ai rencontré ma femme quand on avait 18 ans au lycée. Okay. Donc on s'est rencontrés très jeunes. Et c'est elle qui est venue me chercher au bout de 6 mois en me disant ok, il faut que tu rentres parce que j'étais plutôt en train de lui dire écoute, la vie est folle ici, ça correspond tout à fait à ce que je recherche, à bosser, goûter à la vie, prendre le temps enfin voilà, c'est vraiment une culture qui me correspondait. Je me sentais vraiment dans mon élément. Et donc, elle est venue me tirer par la peau des fesses en me disant ok, mais oublie pas que t'as quand même une vie en France, qu'il faut peut-être régler quelques trucs et que si tu veux retourner, ok, tu y retourneras, mais il faut d'abord rentrer en France. Donc je suis rentré en France. Voilà, fait un petit mois avant quand elle m'a rejoint pour visiter un peu les îles Fidji par exemple, qui sont juste à côté de l'Australie. C'est juste à côté, c'est je crois 2 ou 3 heures en avion. Et c'est des voyages qui te coûtent rien quand tu pars d'Australie. On a dormi dans des îles là-bas, dans les Fidji. On te dépose sur une île et t'es tout seul comme dans Koh-Lanta. Ouais. Et on revient te chercher dans un jour. Ouais. T'as tout le confort, mais non, t'as pas l'eau chaude. T'as un petit cabanon avec un petit lit douillet, des petites bougies. Et t'es vraiment sur une île de 1 km² et tu passes ta nuit sur l'île, quoi, sans rien. Robinson Crusoe, et ça te coûte 30 balles la nuit, tu vois. Enfin, ça coûte rien. Et c'était assez fou. Donc retour en France après c'est ça a été retour à Paris. Et là, non. Comment veux-tu que ça se passe bien quand tu rentres à Paris? Ça peut que se passer. Non, en fait, retour à la réalité, de se dire ok, c'était bien les vacances. Maintenant, pensons à demain, pensons à l'avenir. Et donc, j'ai postulé assez rapidement pour un cabinet de chasseurs de tête, puisque donc j'ai une spécialisation RH, que je voulais faire du recrutement. Et je parlais donc couramment espagnol et anglais. Et donc, j'ai travaillé au cabinet Drouard et Associés, qui était donc un cabinet spécialisé en top et
middle management dans le domaine de la R&D. Ok. Donc, globalement, je débauchais des gros managers qui travaillaient dans les groupes automobiles, groupes cosmétiques, construction, bref, des grosses sociétés françaises pour les embaucher chez globalement un concurrent ou faire du transfert de compétences depuis une industrie vers une autre. Typiquement, par exemple, pour la cosmétique, il y avait beaucoup de transferts, soit depuis le domaine du bâtiment, parce qu'il y en a beaucoup qui vont travailler différents matériaux, ou le domaine aussi du pet food, où tu avais beaucoup de transferts avec la cosmétique. Bref, il y a des choses un peu étranges, mais qui ont du sens sur le moment. Beaucoup de transferts. Ouais, qui ont du sens parce que en fait, c'est des spécialistes, c'est soit des grands scientifiques, donc des mecs qui vont faire des conférences partout dans le monde, hyper intéressants, hyper enrichissants, des mecs qui sont des pontes dans leur domaine, qui est un domaine hyper spécifique auquel moi je comprenais pas grand-chose, mais où j'avais l'obligation et le devoir de m'y intéresser pour pouvoir échanger avec eux. Et puis soit des grands managers de centres de R&D, de grands groupes automobiles. Grosso merdo, voilà. À l'époque, moi je travaillais, la grande mode c'était OK, on veut des systèmes électriques hybrides pour les voitures de demain. Et c'est les mecs qui ont, il y a 10-15 ans, développé tous les systèmes électriques hybrides qu'on retrouve dans nos voitures. Sauf que, effectivement, la transition interne, elle a été faite il y a quelques années. Ouais. Donc, et en parallèle, tu as commencé une autre activité en parallèle de ce job? Ouais, en parallèle, j'ai commencé à jouer beaucoup au poker. Écoute, je rentre d'Australie, donc j'ai fait 6 mois un peu entre guillemets à l'isolement, pas allumer la télé, rien du tout, toujours dehors. Et je rentre chez mes parents et je vois mon père et mon frère en train de regarder Patrick Bruel à la télé avec des jetons de poker. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? C'est quoi ce truc? Les mecs qui jouent au poker. Et donc là, en fait, je m'aperçois qu'en France, ça fait, je sais pas, quelques mois, mais tout récent, il y a eu une explosion du poker. Patrick Bruel qui présente des émissions de poker à la télé, quoi. Donc, incroyable. Et puis, je commence un peu à jouer de temps en temps. Je m'inscris dans une association de poker pour. T'avais jamais joué avant? Si, j'avais joué, mais tu vois, plus que ça, quand tu joues au rami ou à la belote, pas du tout d'intérêt pour les jeux de cartes. Ok. Et au fur et à mesure, je commence à plus jouer sur Internet, à développer, je dirais, mes connaissances en allant sur des forums, en regardant des vidéos de tournois, des vidéos d'analyse. Bref, je me prends passion pour le jeu et je passe une tonne de temps là-dessus. Donc, au fur et à mesure, cette activité prend de plus en plus de temps le soir, c'est-à-dire que finalement, je bosse toute la journée. Le soir, j'avais pas encore d'enfants. Je joue de 20h à minuit ou 2h du mat quand je perfais un peu plus dans les tournois. Je commence à aller dans les cercles de jeux parisiens, à faire un peu le tour des casinos. Bref, je joue de plus en plus. Ta femme, elle le vit comment, ça? Donc, je me prends au jeu. Écoute, ma femme, elle le vit bien, en fait. Elle me dit juste, OK, fais attention à la gestion. Et j'ai jamais été vraiment un fou. J'ai jamais été ce qu'on appelait un dégène au poker, c'est-à-dire jouer avec des gros sommes, jouer plus que ses moyens, se mettre en danger. Je l'ai jamais fait, enfin peut-être 1 ou 2 fois, tu vois, mais rien de très grave sur 10 ans de jeu. Mais non, j'ai jamais été un gros dépensier là-dessus, donc et sur le temps, confiance en moi. Et puis surtout, au début, je gagnais. Oui. Sur le temps, c'est un enfer. Ouais, c'est ça. En fait, ma question à la base, mais c'était plus sur le temps que sur l'argent, parce que j'avais pas spontanément pensé à l'argent. Mais vu le temps que tu y passais. Ouais, le temps, c'était un vrai souci. Le temps, c'était un vrai souci parce que effectivement, c'est du temps que je passais devant l'ordi que je faisais pas à faire autre chose. Donc, quand j'étais devant l'ordi, entre guillemets, tu vois, tu joues, mais c'est comme si tu étais sur ton portable. Tu peux quand même avoir, gérer une discussion, regarder un film, faire d'autres choses, etc. Donc, tu peux faire 2-3 choses en même temps.
c'est sûr que ça prenait beaucoup du temps. Bon, heureusement, ça n'a jamais trop empiété sur notre relation et sur notre couple. Ouais. Donc ça n'a jamais été trop un souci. Ouais. Ouais, D'accord. elle vivait bien. Donc au final, ouais, cette activité a pris de plus en plus de temps, de poids. Et puis moi, mon réseau s'est aussi un peu ouvert en rencontrant plein de gens, rencontrant des gens chez Winamax, chez PokerStars, en rencontrant des gens de forums. À l'époque, il y avait qui existe toujours d'ailleurs, le plus grand forum français qui s'appelle Club Poker. J'ai commencé à faire quelques conneries, quelques vidéos. C'était un peu la mode des Norman et autres qui, à l'époque, se développaient de plus en plus. Et youtubeurs, j'ai fait 2-3 vidéos un peu comme ça pour rigoler. Et du coup, on m'a proposé d'animer une chronique sur un podcast de radio qui s'appelle Club Poker Radio, qui existe depuis maintenant 15 saisons, je crois, 15 ans. Et qui était vachement précurseur parce que le podcast live à l'époque, il y avait 0 podcast. Bah ouais, c'est ça, c'était assez précurseur, ouais. Ah, mais complètement. Et moi, quand je suis arrivé, c'était la saison 8, tu vois, un truc comme ça, je sais plus, mais ça faisait déjà 7 ou 8 ans que les mecs, ils faisaient du podcast. Et ils ont commencé avec un pauvre micro sur une table, un son pourri. Et le concept, ça a été, OK, on fait que du live. Rien enregistré. On fait que du live, comme ça. Et ben, on se plante, et on fait aussi du déplacement. Et donc, le concept de ce podcast radio, c'était d'inviter des joueurs, des croupiers, des mecs qui travaillent chez les Winamax, les PokerStars, et bien évidemment plein de célébrités. Des sportifs, des chanteurs, des acteurs, ce que tu veux, des grands patrons d'entreprise. Et cette émission, ce qui est fou, c'est qu'elle a réuni une tonne d'invités et de célébrités que tu n'aurais jamais eu si tu leur proposais pas une émission sur le poker, parce que les mecs étaient tous passionnés. Donc, on a eu la chance d'avoir Patrick Bruel, tu vois, et le mec, pareil, quand tu le croises sur les tournois, c'est pas Patrick la superstar, c'est Patrick le joueur de poker qui va discuter des coups avec toi et qui va être à fond dedans, et que tu sois Jean-Michel ou Jean-Michel random entre guillemets, tu discutes poker avec lui, c'est hyper sérieux. Et c'est pareil avec une tonne de célébrités et d'acteurs, quoi. Tout le monde est vraiment focus sur le jeu, quoi. Et quand ils t'ont proposé cette chronique, t'as pas eu de syndrome de l'imposteur en disant mais pourquoi moi comment tu l'as vécu ça? Bah écoute, moi j'avais pas trop de crédibilité de joueur de poker parce que j'étais entouré de mecs qui avaient déjà gagné des millions, qui étaient hyper reconnus et donc si tu veux, il y avait pas de sujet de comparaison. Donc moi j'étais plutôt le mec sympa qui essayait de faire des chroniques rigolotes, qui essayait de mettre les invités, si tu veux, en bonne posture et de parler un petit peu d'actualité. Donc, j'avais pas, si tu veux, une plus-value de compétences techniques, même si j'ai fait quelques émissions sur les termes techniques ou des commentaires de poker un peu à la télé, tu vois. C'était pas ma spécialité. Donc, j'étais pas là pour ça. J'étais plutôt là pour parler d'actualité, de fun et d'apporter un peu une touche humoristique, sachant que l'émission était déjà plutôt vraiment tournée sur le fun. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai fait une chronique pendant 1 ou 2 ans, et puis après, j'ai co-animé, j'ai en trio avec les deux présentateurs qui ont tourné aussi un peu à l'époque. Et j'ai fait ça pendant 7 ou 8 ans, où tous les jeudis, on avait une émission, 2 heures de live et des déplacements après sur le tournoi. On le faisait majoritairement en France, un peu en Europe, mais majoritairement en France, où on allait sur les circuits de Deauville, de Monaco, les gros events de Winamax, de PokerStars, de BetClick, d'Unibet, etc., et j'en passe. Et c'était une activité qui correspondait en fait à l'activité principale hors boulot que j'avais, quoi. Et comment tu faisais du coup pour concilier ça avec ton job? Bah écoute, c'était pas évident parce que heureusement j'avais un job à l'époque qui me prenait que mes heures de travail. C'est-à-dire que moi, mon job, qui était dur mais hyper intéressant, c'était de débaucher des gars, donc de les contacter
C'était déjà la première chose. C'est quand tu es chasseur de tête à l'époque, moi à mon époque, LinkedIn, c'était pas autant développé. Hein. Ouais, il n'y avait pas LinkedIn Sales Navigator. Quelques personnes sur LinkedIn, mais si tu contactais quelqu'un en MP sur LinkedIn, il pouvait te répondre sous un an, quoi. Tu vois, c'était pas hyper réactif. Donc, moi, mon boulot, c'était passer ma journée au téléphone. Puis quand j'avais les gars, leur proposer une véritable opportunité, de les rencontrer, de les présenter aux clients, etc. Donc, en plus sur les postes de top ou middle management, donc je passais beaucoup de temps devant l'ordi et au téléphone et à faire des entretiens, des comptes rendus d'entretien. Donc quand je rentrais chez moi, j'avais pas grand-chose à faire. Donc si tu veux, je rentrais chez moi le soir, je jouais au poker, je préparais les émissions, jeudi on avait des émissions et le week-end, je jouais en tournoi. Parfois en semaine, j'allais jouer un peu dans les cercles. Les émissions, c'était toujours du coup en dehors de ton temps de travail, c'était le week-end ou Ouais, toujours, ouais, bien sûr. Mais écoute, j'avais un rythme qui était un peu compliqué parce que je dormais peu, parce que je me couchais à 2 heures, je me levais entre 7 et 8 heures tous les jours. Il fallait être OP au taf parce que j'avais des mecs très intelligents en face de moi et que je pouvais pas faire semblant. Donc il fallait être bon aussi. Donc ça, c'était un rythme un peu dur. Et puis au bout de 8 ans, petite crise de la trentaine, hein, de se dire ok, d'un côté j'ai ma vie de tous les jours où c'est métro, boulot et heureusement je fais pas la phase dodo, mais grosso modo un boulot qui me prend beaucoup de temps, qui me passionne pas plus que ça, qui me permet de vivre sereinement, mais dans lequel je m'éclate pas et qui me ressemble pas non plus. Et à côté de ça, je vis une autre activité où je vois plein de mecs évoluer dans le poker, qui est en plein boom à cette époque, et qui vivent des choses incroyables, qui voyagent, qui ont la belle vie. Et je parle pas des joueurs de poker, hein, parce que c'est encore un autre milieu de gens qui vivent entre guillemets dans un autre monde et dont les notions d'argent sont complètement décorrélées de la vie de tous les jours, parce que c'est des gens qui jouent avec des fortunes, des life-changing, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui, sur un tournoi, vont gagner 1, 2, 3 millions et qui vont avoir complètement, qui vont transcender leur vie. C'est pas pour autant qu'ils vont le faire. Ouais. Mais bon, bref, j'ai évolué dans un milieu qui me plaisait vachement, avec des gens qui avaient un autre rythme et qui se plaisaient. Et je me suis dit, ok, t'as 30 ans. Est-ce que c'est ça que tu veux faire de ta vie? Grosso merdo, j'avais le choix, maintenant que j'avais fait 8 ans de chasseur de tête. Est-ce que tu vas faire ça pendant 30 ans, 40 ans? Parce que maintenant que tu as commencé à te constituer un carnet d'adresses, il va falloir continuer à le faire. Et si tu veux être bon dans ce que tu fais, il faut se créer un nom, comme tout chasseur de tête, j'irai à l'époque pour ouvrir un cabinet. Donc, est-ce que tu as envie de ça, ou est-ce que est-ce qu'on ferait pas autre chose? Est-ce qu'on s'épanouirait pas mieux dans un autre domaine, quel qu'il soit? Donc j'ai commencé à y réfléchir sérieusement. Je me voyais pas non plus forcément évoluer complètement dans le poker en tant que joueur, hein, je parle. D'accord. C'est pas du tout quelque chose qui me branchait plus que ça. Passer sa vie devant l'ordinateur et dans les casinos, c'est quand même particulier, hyper dur. Ouais, c'est particulier parce que c'est quand même tu restes devant une table, devant des cartes pendant des dizaines d'années, même s'il y en a qui ont été très bons à ce jeu, qui ont gagné beaucoup d'argent ou beaucoup perdu. Peu importe la passion, il y en a beaucoup qui ont arrêté parce que je dirais que intellectuellement et socialement, faut être hyper stable pour pouvoir faire ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ok. Donc bref, je me suis posé cette question. Est arrivée la deuxième crise au niveau des RH. Donc, en cas de crise, qu'est-ce qui se passe? Tu coupes les budgets recrutement et les budgets marketing. C'est ça. Donc, autant dire que deuxième crise, c'est pareil. Hein, plus de recrutement, tous les recrutements sur lesquels tu as bossé des mois, parce qu'en tant que chasseur de tête, quand on passe un recrutement, il se fait pas sur un mois, hein, il se fait sur 4 ou 6 mois. Le temps de trouver les gars, de les débaucher, de leur présenter.
puis de leur dire, bah, écoutez, monsieur, vous êtes en Allemagne, et puis on va vous faire vivre à Guyancourt, il faut déplacer la famille, les enfants, etc. Bref, c'est des gros chantiers. Et ben avec cette crise, c'était la bonne opportunité de partir. Le cabinet se portait pas bien. Il était temps de changer. Et comme disait mon ancienne, enfin la présidente du cabinet dans lequel j'étais, c'est qu'en temps de crise, il est plus facile de nourrir une souris qu'un tigre. Et il avait tout à fait raison, c'est qu'effectivement, c'est bien de être grand, mais quand ça se passe mal, il faut faire le ménage et c'est pas forcément évident. Ouais. Donc nous, on était une petite structure, donc je suis parti et quand je suis parti, j'ai dit à mon réseau de poker, et notamment au club poker, aux dirigeants de club poker qui ont depuis monté Podcastix, donc qui sont vraiment toujours dans le monde est petit. Ouais, le monde est petit. J'aurais dit, écoutez les gars, je quitte mon boulot, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et ces mecs-là qui ont toujours été bienveillants, qui sont vraiment des crèmes et que je remercie du fond du cœur pour m'avoir offert plein d'opportunités, on dit, bah écoute, pas de souci, on propose, si tu veux, tu vas couvrir des tournois, tu fais un peu le reporter, couvreur, et écoute, t'es payé pour ça, pour grosso merdo aller sur les tournois en France, en Europe, tu couvres les tournois, tu vas dans les grands hôtels, tu fais les soirées et allons-y. Donc génial. Donc du coup, je profite de cette période de transition pour me dire qu'est-ce que je vais faire après pour bosser un petit peu dans ce milieu. Et je commence à faire pendant 2 ans le circuit des tournois de poker professionnels, majoritairement français. Entre-temps, j'étais allé à Las Vegas pour faire les World Series of Poker, là, les championnats du monde. Donc, j'étais toujours à fond dans le jeu. Et je passe 2 ans dans les hôtels à bouger, alors généralement le week-end, et à vivre des choses incroyables, à rencontrer plein de gens extraordinaires, toujours en continuant la radio et en vivant des trucs incroyables. Et ça, ta femme, elle le dit comment? Je remercie, je dirais, ça, ma femme, déjà, elle se dit que, en fait, la semaine, je suis à la maison. Oui. Donc, si tu veux, du lundi au jeudi, je suis à la maison. Donc, je fais pas grand-chose. Je bosse sur des projets, je joue au poker. Mais grosso modo, je fais pas grand-chose. Je prépare les émissions, etc. Donc, ma femme me dit, bon, écoute, il te propose cette opportunité de faire ces reportages. C'est cool. Moi, je l'emmène un petit peu là où on va, tu vois, 1 fois, 2, 3 fois, on va à Marrakech, on va dans des beaux endroits, c'est assez cool. Donc, j'arrive à la confiance en moi. Elle voit que, je peux subvenir aux besoins du foyer. Que 2, j'ai quitté ma boîte avec un petit chèque et que du coup j'ai un peu de chômage devant moi, mais après j'avais un peu de chômage, mais finalement que j'ai pas utilisé beaucoup pour après développer les autres projets. Donc elle avait assez confiance en moi. Donc au final, ça n'a jamais été trop un souci. Je m'occupais de notre premier enfant qui arrivait, et donc si tu veux, je me retrouve à 30 ans, marié, un enfant, plus de vrai job, mais un job de couvreur qui, pour moi, était plutôt un job, je dirais, occasionnel par rapport à d'autres reporters qui étaient tout le temps à 100% employés par des rooms. Et donc, écoute, franchement, je profite de la vie en me disant, OK, j'ai passé 10 ans un peu à trimer dans mon taf, à jamais être absent, à toujours être là, au taquet, à vivre de mes passions le soir, mais à me donner à fond. Donc, OK, je profite un peu. Et en virevoltant, j'irais dans ce microcosme du poker, j'avais un pote imprimeur qui avait monté un atelier d'impression qui s'appelait l'atelier Amelot, qui existe toujours, et qui fait des t-shirts. Et je me dis, putain, ce serait pas mal, vu que je suis tout le temps sur le circuit, tous les joueurs de poker, c'est grosso merdo beaucoup de petits jeunes qui sont en t-shirt, un peu geek.
tiens, je vais faire une marque sur les t-shirts de poker. Donc, je commence à monter une marque de t-shirts dans ce domaine-là. Et puis, en fait, ça cartonne. Je lance ça un peu à l'arrache. Je prépare pas trop de business plan, pas trop de marketing. Je fais un site, mais je lance vraiment un peu ça en se disant, OK, je lance le truc et puis on verra. Je m'attends plutôt à ce que ce soit, tu vois, un truc qui intéresse 20 personnes. Et je me dis, bon, vas-y, on le fait. De toute façon, j'ai du temps. Et puis, en fait, du coup, ça marche bien. J'en passe à plein de jours sponsorisés. Et du coup, on voit souvent les t-shirts à la télé, des célébrités qui les portent. Ça marche bien avec les rooms de poker aussi. Et donc, au fur et à mesure, je dirais, de fil en aiguille, le chemin fait son cours et ça devient une petite marque qui marche bien. Et je me rends compte assez rapidement que en fait, faire des t-shirts, c'est bien, mais au final, la marge, elle est quand même assez faible et tu peux en vivre que si tu en vends énormément. Et dans le poker, c'est bien, mais ça reste quand même un petit milieu, un microcosme. Ouais, c'est un petit milieu. Et donc là, je me dis, OK, ce serait peut-être pas mal de faire un site grand public qui mette en avant des petites marques comme la mienne, des petites marques de t-shirts qui sont inconnues. Bref, que personne ne connaît et de les mettre un petit peu en avant. Parce que en me frottant un peu au milieu des t-shirts, je commence à avoir plein de marques. Moi, j'étais déjà fan de t-shirts, j'en portais plein. J'ai jamais mis de chemise, donc j'ai toujours mis que les t-shirts. Et je découvre plein de petites marques, plein de petits labels, des mecs et des nanas qui font plein de marques hyper stylées, mais inconnues. Donc je me dis, OK, faudrait qu'on les mette en avant. Donc, je me dis, OK, le projet, il est un petit peu plus gros, un petit peu plus sérieux. Et puis, je me dis, OK, faut faire un gros truc. Donc, je contacte Nicolas Serre, donc du coup, mon associé actuel, que tu connais aussi, qui était à l'IPAG. On était en classe ensemble. Du coup, on a toujours un peu traîné ensemble. Lui bossait dans le domaine de l'ingénierie commerciale il vendait des armes, donc rien à voir avec le schmilblick. Et lui aussi était un peu dans une phase de changement OK, j'ai fait 10 ans là-dedans, ça me plaît plus, j'ai envie de changement. Il avait monté aussi une petite boîte dans le domaine du vin. Bref, il était un peu aussi en phase de changement, de faire un truc différent, de penser peut-être un peu à soi et de rentrer un peu dans l'entrepreneuriat. Et donc je le contacte, je lui parle du projet. Je lui dis, écoute, on va vendre des t-shirts, tu verras, ça va être super. Donc, pas le projet le plus le plus. Comment il a réagi d'ailleurs du coup quand tu l'as, parce que vous étiez, j'ai innové dans le podcast et j'ai posé des questions à Nicolas pour pouvoir préparer mon interview avec toi et du coup il me disait que vous étiez amis mais que vous alliez pas non plus dîner ensemble tous les soirs quoi. Ouais, c'est-à-dire que on se voyait un peu. Moi, je voyais souvent son groupe de potes parce qu'on faisait des pokers ensemble. Mais tu vois, on se voyait peut-être une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois. Tu vois, on n'était pas tout le temps fourrés ensemble. Mais vous vous voyez quand même très on a souvent. toujours entretenu des rapports. Ouais, on se voyait quand même souvent, tu vois. Donc, au final. Moi, Nico, je l'avais toujours eu de bons souvenirs de quand on bossait ensemble, de dire OK, voilà, ça matchait bien. Je savais comment il bossait. Je pense qu'il savait aussi comment je bossais. On savait qu'on était tous les deux à la fois déconneurs mais sérieux. Que quand on se mettait dans quelque chose, a priori, on s'y mettait bien. Je savais que Nicolas, il avait quand même une bonne fibre commerciale et qui était bon aussi dans tout ce qui était comptable parce qu'il avait un diplôme dans ce domaine-là. Donc voilà, je lui dis, écoute, moi, je connais bien le milieu du bien, enfin, c'est un grand mot, mais je me suis beaucoup intéressé au milieu du t-shirt. J'ai des connaissances de la production, les marques, le process, l'expédition. Bref, je dirais un peu de l'autre côté, puis surtout un peu aussi la création parce que j'avais monté une marque de t-shirt. Et lui pouvait apporter aussi tout le côté gestion et commercial. Donc, je dirais les deux matchaient bien. Donc,
Je lui ai proposé, il a un peu réfléchi, puis on s'est lancé un petit peu comme ça, en se disant, bah pareil, ok, on met un petit billet chacun, et puis on voit comment ça se passe. Donc, on a lancé T-shirt Corner en se disant, ok, site de t-shirts en ligne, fun, drôle et décalé. Ça commence en 2015 ou 2016, je crois. 2018 sur ton profil LinkedIn. Après, 2018. Ouais, ça a un peu changé, ça va être 2017. Ouais. Mais enfin bon, bref, on commence à Saint-Ouen dans des locaux qu'on trouve. On trouve 12 ou 20 mètres carrés, bref, un bureau minuscule. On commence à 3 là-dedans. On se dit, OK, il nous faut un graphiste. Donc, on prend un stagiaire en graphisme et puis on se dit, OK, bah, vas-y, c'est parti. On monte le site, on monte l'offre, on fait les fiches produits. Donc, on se met à fond là-dedans. Et là, du coup, la prod, c'était externalisé à ce moment-là. Ouais, tout est externalisé. Nous, on a juste un ordinateur, des idées, on cherche des marques, on les met sur le site et on les propose et on passe les commandes à un atelier qui les imprime et qui les expédie. Donc, tu vois, grosso merdo, on gère rien. Et de fil en aiguille, le site se lance. Et là, en fait, toutes les marques qu'on trouvait hyper stylées, ça se vend pas. Ça marche pas trop. Donc on se dit, putain, c'est con, on a des bonnes idées, on trouve ça pas mal, mais putain, ça marche pas. Et puis, il y avait une marque qu'on avait toujours un peu en relation d'un mec qui fait des t-shirts avec des pandas dessus, des petits dessins de pandas, tu vois. Bon, c'est marrant, c'est sympa, mais c'est pas du tout ce qui nous ressemblait, quoi. Et ce qu'on avait de première idée de faire. Et puis on met des pandas. Et en fait, on commence à vendre que des pandas. Et donc là, on s'aperçoit qu'en fait, grossière erreur, il faut pas écouter forcément ce qu'on veut, mais il faut écouter le marché. Et qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui se vend en fait. Donc là, on a changé un peu on a changé notre fusil d'épaule en se disant, ok, on va pas prendre la marque un peu street, un peu indépendante, qui fait des trucs trop de niche. Il faut prendre des marques comme on se l'est dit en fait de base, c'est-à-dire plutôt mass market, des trucs sympas qui plaisent à tout le monde et qui sont dans la tendance. Donc on commence à rentrer notre marque et puis de fil en aiguille, rapidement, là aussi, ça commence à bien mieux se développer. On commence à faire des ventes et au fur et à mesure du temps, les ventes grossissent. En un an, on commence à internaliser la production. Donc, on achète une machine, une imprimante pour imprimer directement nos t-shirts et les expédier. Et puis, la machine nous permet au fur et à mesure de prendre aussi des commandes de professionnels. Donc, on a des amis qui nous disent, tiens, pour ma boîte, j'ai besoin de 10 t-shirts. Tiens, pour mon association de tennis, j'ai besoin de 15 polos. Et puis, on commence à prendre quelques autres commandes. Du coup, ça imprime directement. Là, c'est plus pour ma culture personnelle. Ça imprime directement sur le t-shirt. Ça imprime directement sur du t-shirt. En fait, on a pris le choix de faire de l'impression numérique pour faire du print on demand. Donc, notre business model, pour vraiment parler à business, c'était de faire de l'impression sur demande. Donc, c'est-à-dire avoir des t-shirts vierges, de recevoir des commandes et d'imprimer en une unité le visuel qui a été commandé sur le t-shirt. Ok. Et donc, on a quelques best-sellers et tout ça se développe. Et on commence à être 5-6, à avoir 2-3 machines et finalement, au bout de 2 ans, à pouvoir se dégager du salaire. On devient une communauté de 100 000 personnes sur Facebook et tout ça prend de l'ampleur et se développe. Donc, on est très content. Et donc là, vous arrêtez, là, c'est que vos produits. Vous arrêtez du coup de commercialiser les choses des autres personnes. C'est que des messages fun. Là, on a toujours majoritairement nos marques.
Et on commence à effectivement, enfin, on a majoritairement des marques que l'on distribue. Et on commence à, au fur et à mesure, créer nos propres collections. Ok. Parce qu'on commence à comprendre un petit peu plus comment le marché fonctionne, qu'est-ce qui marche pas. Enfin, même si on n'a pas de science exacte, hein, mais on arrive un peu plus à repérer les tendances et à faire des choses qui cartonnent. Et il nous arrive des histoires de fous, d'ailleurs. Je fais des petites parenthèses. Vas-y, Mais, vas-y. dans cet élan voilà, de création, on est dans une époque où en fait il y a encore peu d'Instagram, c'est surtout du Facebook. Et il y a une grosse mode quand même du t-shirt, des t-shirts à message, etc. C'est vraiment la grosse mode, même si ça l'est encore un petit peu toujours, mais il y a plein d'articles dans la presse, etc. Et on se dit, c'est le moment des élections. Et on se dit, putain, il faut qu'on fasse un truc un peu marrant sur les élections, sur les candidats qui se présentent. Il faut trouver un truc un peu drôle. Et puis, on se dit, putain, mais on pourrait faire un truc pour pas prendre de parti politique, un truc qui incite à voter blanc. Et on se dit, bah tiens, on pourrait faire un t-shirt où on met je vote blanc avec la tête de Michel Blanc dans Les Bronzés. On se dit, ah ouais, super, cool. Après, on va mettre, tiens, bah on va mettre je vote blanc sur un malentendu que ça peut marcher. Tu vois, comme la réplique d'un des films de Michel Blanc. On se dit, oh super, génial, bonne idée, ok, on fait un t-shirt, on fait une photo, on met le t-shirt en ligne sur les réseaux sociaux pour déconner. Et là, le t-shirt, il cartonne. C'est-à-dire que c'est repris, il y a des dizaines de milliers de likes, c'est repartagé des milliers de fois. Et là, l'embellie, la folie, quoi. Il y a même Donc, il y a même putain, Guillaume Canet, il y a même Guillaume Canet qui l'a porté. c'est, ouais, c'est la suite de l'histoire. C'est incroyable. Et là, on se dit, putain, mais il faut peut-être qu'on contacte Michel Blanc, là, parce que en fait, on a mis sa tête sur une photo pour déconner, mais là, ça prend des proportions un peu démesurées. Donc, on se dit, OK, on va contacter Michel Blanc. Donc, on se dit, OK, on va essayer de le contacter sur les réseaux sociaux. Bah, rien du tout, zéro réseaux sociaux, que dalle. Je trouve un numéro de son agent ou un email, j'envoie un email et je leur dis, bon, bah, écoutez, voilà, on a fait un t-shirt avec la photo de Michel Blanc qui est avec marqué je vote blanc. Écoutez, on voulait avoir votre autorisation. On vous propose, si vous voulez, de reverser des bénéfices ou à une association où vous voudrez. Bref, quel arrangement on peut trouver. Et puis, Dame nous répond en nous disant, écoutez, on ne veut pas du tout que vous utilisiez l'image de Michel Blanc, surtout à des fins politiques, donc vous retirez ça immédiatement. Ouf. Donc, douche froide, on se dit, putain, merde, dommage, bon, tant pis. Et là, en fait, on retire le t-shirt, sauf que on voit partout dans la presse une photo du t-shirt qui est repris par Guillaume Canet, qui est repris par putain, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a réalisé la haine, là, Kassovitz, qui est repris par plein de people. Et puis on commence à voir des articles dans la presse de le t-shirt apporté pour les élections, je vote blanc. Bref, Huffington Post, voici. Toute la presse en parle d'un t-shirt qu'on vient de désactiver parce que Michel Blanc veut pas être associé à ça. Enfin, il y a un juste titre, évidemment. Et là, on se retrouve dans une situation qu'on maîtrise, mais plus du tout. Ouais. On se dit, putain, on vient de dire qu'on désactive et le t-shirt, il est affiché partout dans la presse. Donc là, on se dit, putain, c'est la cata. C'est exactement ce qu'on voulait pas. Et on devient spectateur d'une machine mécanique, d'un engrenage mécanique qu'on contrôle plus. Et on se dit, mais putain, c'est pas possible, quoi. Donc, Canet poste ça sur son Facebook ou son Instagram. Et Canet, en plus, se fait détruire sur les réseaux sociaux. Il se fait défoncer en mode Monsieur Canet, c'est inadmissible, vous n'avez pas le droit d'appeler les gens à voter blanc, etc. Bref, et il est dans la période où il sort son film Rock'n'Roll. Et donc, il est dans une période un peu rock'n'roll, je pense. Et il fait un autre message, genre, arrêtez-vous faire foutre, je fais ce que je veux, tu vois.
Ouais. Donc, la polémique est encore reprise 3 jours après par toute la presse people. Guillaume Canet incite à voter blanc, se rebelle, machin, et rebelote. Et là, on se dit, putain, mais on va se faire fouetter, c'est pas possible. Parce que Du coup, vous lundi, on retire vous le l'avez t-shirt. retiré, vous l'avez retiré de la vente. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Nous, en fait, le t-shirt, il est resté une journée à la vente ou 2 jours, tu vois. Ce truc max. de malade. Et puis, tout le monde en a parlé après. Et tu te demandes comment Canet a pu. Par Dieudonné aussi. Tu te demandes comment tous ces gens ont réussi à la vendre. Ouais, on sait pas. Enfin, non, il avait pris la photo de notre post, tu vois. Il a mis sur son Instagram, tu vois, en mettant ses commentaires. Ouais, j'ai approprié la photo parce que ça te faisait marrer, tu vois. Comme nous, c'était plus un t-shirt entre guillemets putaclic, tu vois, parce que ça nous faisait marrer, qu'on trouvait ça drôle. Et donc, voilà, ça a pris des proportions incroyables. On était partout dans la presse, sauf que, on n'était pas nommé, et puis 2, les gens arrivaient sur un site où il y avait pas le produit, quoi. Surtout. Ouais. donc ouais, c'était assez incroyable. Et donc, ça a duré une grosse semaine. Après, l'affaire s'est calmée. Je crois que j'avais dû renvoyer un email à la dame en lui disant, écoutez, je suis désolé, mais sachez que le t-shirt n'est plus en vente. Mais voilà, désolé pour la polémique. Ils vous ont pas. Ils vous ont pas. Enfin, ils ont pas. Enfin, l'agent de Michel Blanc vous a pas cherché de noise. Non, écoute, il n'y a pas eu de suite. Si tu veux, on a joué le jeu. Bon, on a fait les choses à l'envers. C'est qu'on a lancé le truc. Après, on lui a demandé. Et puis, une fois qu'on a vu que ça prenait proportion, on a tout de suite fait la démarche, de le contacter un peu par tous les moyens en disant, OK, est-ce que ça vous va? Il nous a dit non. Bon, ça faisait chier, mais don acte, tant pis, tu vois. On le fait, c'est pas grave. Et donc, un mois après, je rentre du boulot, je suis dans la voiture, je mets la radio, j'écoute, je sais plus, France Info. Et là, j'entends une interview putain, je sais plus comment il s'appelle, du réalisateur des Bronzés. Un réalisateur français, hyper connu, je sais plus son nom en tête. Et le journaliste le reçoit en lui disant, bonjour, écoutez, bienvenue, vous sortez votre nouveau livre. Ouais. Vous recevez votre nouveau livre, enfin, vous sortez un nouveau livre, pardon. Mais avant d'en parler, je voudrais vous poser la question, si je vous dis je vote blanc, ça vous fait penser à quoi? Là, je suis dans ma voiture. Je me dis, putain, c'est pas vrai, le journaliste va en reparler au réalisateur du film Les Bronzés parce que c'était la réplique de Michel Blanc, tu vois. Et là, en fait, je m'aperçois que le réalisateur, il connaît l'histoire par cœur. Il a toutes les infos de tout ce qui s'est passé en off, etc., des contacts et tout. Et je m'aperçois qu'en fait, en off, si tu veux, l'agent a dû demander à Michel Blanc, qui a dû en parler aussi au réalisateur, ou elle a demandé au réalisateur, et comment on fait, est-ce que c'est possible, et vous avez vu ça dans la presse, etc. Et en fait, lui, il se marre un peu en disant, bon, voilà, c'est des petits jeunes qui ont fait une marque de t-shirt, ils ont mis la tête de Michel Blanc, bon, ça nous a fait rire, mais effectivement, ils auraient dû demander l'autorisation, et du coup, ils l'ont pas fait, ils ont retiré le t-shirt, etc. Enfin, et moi, je suis là dans ma voiture en train d'être... Putain, on est en train de parler de moi, quoi. En train de parler de moi, et le mec a toute l'histoire, comme quoi, tu vois, c'était remonté assez loin pour une connerie, entre guillemets, de 2 mecs qui vont rigoler et qui vont faire un t-shirt et mettre la photo sur Facebook, tu vois. Et voilà, il y a des choses qui prennent des dimensions incroyables et que tu maîtrises pas aujourd'hui avec la puissance des réseaux sociaux. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut vraiment faire gaffe. C'est-à-dire donc maintenant, quand vous avez une idée, vous demandez avant? Écoute, déjà, on essaie de demander avant. 2, ça ne nous empêche pas parfois de faire des conneries ou de faire des choses, mais en tout cas, ça nous a bien servi de leçon. Et puis maintenant, écoute, ça fait des bonnes histoires à raconter dans les podcasts, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, votre boîte, elle s'est hyper développée?
Du coup, ouais, T-shirt Corner, ça s'est beaucoup développé puisque aujourd'hui, écoute, on est 15 personnes. C'est une vraie petite entreprise. On est passé de 20 mètres carrés à 700 mètres carrés de locaux. On s'est beaucoup diversifié. Donc T-shirt Corner, très rapidement, la première étape, ça a été d'internaliser la production. C'est-à-dire que on a acheté de plus en plus de machines, on a utilisé d'autres techniques d'impression. Maintenant, aujourd'hui, on fait à peu près toutes les techniques d'impression possibles. On a aussi diversifié nos activités, sur le B2B. Donc du coup, aujourd'hui, on a la chance de travailler avec des groupes comme Etam, comme Undies, comme le Comptoir des Cotonniers. On travaille beaucoup aussi avec des médias, des labels de musique, pour qui on fait tout le merchandising. On travaille typiquement, un Comptoir des Cotonniers, tu vas quand ils ont des t-shirts avec des messages dessus. Ça dépend un peu de tout. Je peux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses qui sont. Alors pas comptoir, mais un autre, ou une. Ouais, en fait, nous on va faire tout ce qui va être textile. Donc ça veut dire des t-shirts, des sweats, des polos. Pour vraiment, ça c'est vraiment les basiques. Mais après, ça peut être effectivement des pochons, des pochettes, des sacs, des accessoires, du workwear, du foodwear aussi, puisque malheureusement ça fait quand même un an qu'on bosse plus dans le foodwear, mais il y a beaucoup de restos qui passent par nous. On bosse beaucoup aussi pour l'hôtellerie de luxe, pour le Georges V, pour le Hyatt, même si effectivement c'est très compliqué pour eux. Mais donc ça c'est des personnes pour qui tu fais de l'impression. C'est de l'impression du coup. Ouais, du sourcing textile et de l'impression. D'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous dès le départ, on a pris le parti de faire du coton organique et d'avoir une démarche éco-responsable. Donc, pour la petite histoire, T-shirt Corner, quand on l'a développé, on a fait que du Made in France. C'est-à-dire que on a proposé des produits, des t-shirts Made in France. Et on s'est dit, OK, les produits Made in France, c'est quand même cher. C'est beaucoup plus cher. Et puis, à l'époque, c'était pas encore autant développé et autant à la mode. Même si je te parle d'il y a 4-5 ans, mais il y avait quand même beaucoup moins de conscience. C'était pas le même pour trouver des ateliers qui faisaient des t-shirts. Ouais, exactement. C'était pas évident. Et même en termes de production, c'était pas évident non plus. Et donc, on a proposé aux gens de dire, OK, vous avez le choix entre un t-shirt en coton bio, qui est produit en Asie, qui est certifié GOTS sans impression. Donc ça, c'est une certification comme quoi coton est organique et par des sociétés qui sont aussi labellisées Fairtrade. C'est-à-dire que il y a des organismes certificateurs qui contrôlent les usines, qui contrôlent que il n'y ait pas d'enfants qui travaillent et qui contrôlent que les conditions de travail sont correctes et que les salaires sont corrects et que les gens sont bien traités. Donc c'est quand même des choses importantes, des gros labels de certification, des choses importantes qui sont quand même carrées et contrôlées par rapport à beaucoup d'autres choses. Donc on proposait le choix entre du t-shirt made in France ou du t-shirt en coton organique fabriqué en Asie. Et tout le monde disait c'est formidable, made in France, c'est super, c'est bien, vous produisez local, c'est super de supporter son industrie, etc. Mais les gens n'achetaient pas. Les gens n'achetaient pas parce que c'était plus cher. Parce que le t-shirt est plus cher. Et quand on leur mettait le choix entre deux t-shirts, ils prenaient le t-shirt moins cher. Et qu'on avait tous les encouragements du monde, c'est pas pour autant que ça marchait. Et encore une fois, si tu veux, il y a une différence entre te dire OK, je veux faire quelque chose que je trouve bien et quelque chose qui va aussi permettre de faire vivre une société et de créer de l'emploi. Et il y a un moment, il faut que tu prennes des décisions, de te dire, OK, le Made in France, ça marche pas. Tout le monde dit que c'est bien, mais chez nous, ça marche pas. Alors tant mieux si ça marche chez les autres, hein. Au contraire, il faut que ça continue. Mais chez nous, c'était pas le cas. Donc très, très rapidement, on a eu le souhait de faire des produits éco-responsables. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui est à 95% en coton organique. Super. Et c'est d'ailleurs nos prochains projets, c'est d'avoir vraiment une démarche éco-responsable encore plus poussée avec un atelier d'impression textile qui proposera
uniquement des textiles faits en France ou au Portugal ou en coton bio et certifié. Donc ça, c'est le projet qui va bientôt sortir, qui va s'appeler Green Prince et qui va être un atelier pour le coup vraiment éco-responsable. Avec toutes les démarches de certification aussi d'ateliers qui vont bientôt être mises en place, qui sont en cours pour se faire certifier aussi là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as le B2B, tu as le B2C, et dans le B2C aussi, vous avez différents sites. Vous avez Marié dans l'année, vous avez, je ne sais plus le nom, c'est By University, je crois, pour tout ce qui est BDE et compagnie. Parce que j'imagine, vous aviez forcément soit le choix d'avoir une marque générique ou une marque ou une marque par cible. Ouais. On a donc pris le choix rapidement de se diversifier. Donc, comme je te disais, on a internalisé la production et les machines. Et donc, à partir de là, on a créé plusieurs marques pour avoir un univers particulier à chaque positionnement, à chaque identité, à chaque cible. Ouais. Donc, on a, après T-Shirt Corner, créé un site qui est B2C qui s'appelle Marié dans l'année, qui propose des t-shirts et accessoires pour les EVJF ou les EVG. Donc vraiment spécifique et ciblé sur une période dans l'année, qui est la période qu'on vit un peu actuellement, hors confinement évidemment. Oui. On a après aussi développé donc des marques en B2B, donc avec l'atelier T-Shirt Corner, donc atelier d'impression textile pour les professionnels, avec My University, TEE à la fin, qui est là aussi une marque qui est dédiée aux vêtements personnalisés pour les écoles, les universités, les BDE. On a lancé aussi une marque qui s'appelle WePrints et qui est spécialisée dans le dropshipping. Donc, on a une activité où on travaille pour des influenceurs, des médias, des e-commerçants, des labels de musique, où on récupère toutes les commandes de ces sites et on expédie directement chez les clients. Donc, par exemple, on a bossé pour Chicandier pour toutes les t-shirts bleu métal. Ouais, Chicandier qu'on embrasse. Qui faisions ça. Exactement. Donc, on a fait du bleu métal. On travaille beaucoup pour beaucoup de chanteurs et d'artistes hyper connus qui vendent tout leur merchandising musical pour plein de e-commerçants qui passent par nous pour soit faire du textile ou pour stocker leur textile qu'ils font produire au Portugal, qu'on stocke chez nous, qu'on imprime et qu'on expédie directement aux clients. Donc ça, le dropshipping, c'est effectivement une grosse activité chez nous. Et également l'événementiel avec Prints Live, qui sont en fait des bars à print, c'est-à-dire des ateliers de personnalisation live que l'on propose pour des événements, des salons professionnels, pour des soirées influenceurs, pour une marque de prêt-à-porter qui propose, je sais pas, nouveaux vêtements, nouvelles collections, ou on l'a fait pour des parfumeries, pour des jeaneries, pour plein de grandes marques. On propose aussi pour des festivals, on propose pour des événements sportifs. On a fait le match de NBA qui a eu lieu à Paris-Bercy. Génial. Juste avant le confinement. Ouais. Donc, on a fait plein de choses hyper cool. Ça, malheureusement, c'est un peu entre parenthèses avec le contexte actuel, mais ça commence un peu à reprendre du poil de la bête. Ouais. Et on a lancé il y a 1 an, donc Stylé, qui est une marque de plantes et de mode éco-cool et qui cartonne depuis 6 mois. On est passé d'imprimeur à empoteur dans les ateliers. Voilà, on passe nos journées avec des plantes. Ah. Parce que là, du coup, vous faites plus de plantes que de prêt-à-porter ? Non, c'est à peu près. Non, ça n'a pas encore pris le pli parce qu'on fait quand même beaucoup de prêt-à-porter. Mais je dirais que ça prend un bon tiers de notre activité. Un bon gros tiers de notre activité. Ça a bien décollé. Parce que pareil, ça a décollé hyper rapidement. Il y a eu un vrai boom. C'est marrant parce que tu vois, avec T-Shirt Corner, on a eu un boom qui a été un peu lié au
aux réseaux sociaux, au fait d'avoir des t-shirts qui passent un peu à la télé ou avec certaines personnes, ou tu vois de la visibilité qui a fait un peu notre notoriété, qui a fait que on a eu beaucoup de trafic sur le site et une grosse communauté. Là, c'est plus vraiment l'appel du produit. On n'a pas eu de quelqu'un d'hyper célèbre qui a posté les plantes ou qui les a mis sur des réseaux sociaux ou autres. Ça s'est vraiment fait par l'attrait du produit qui a beaucoup plu, parce que l'idée, ça a été donc de faire des plantes grasses et des cactus en pot personnalisés. C'est une idée qui existe déjà, hein. Sauf que nous, on s'est dit, OK, bon, les messages amour, chill, home sweet home, tu vois, un petit peu standard, c'est pas ça qui nous marrait. Et puis, on a toujours été plutôt dans une tendance drôle et fun. Et on a mis sur les messages des pots, du coup, me fais pas crever, pas la peine de m'arroser morue, et plein de messages un peu décalés qui nous émarraient et qui font marrer les gens, qui passent bien sur les pots, qui sont jolis, design, dans un esprit un peu pop, coloré. Et puis avec une démarche éco-responsable, on s'est dit, OK, on fait des plantes dépolluantes, on utilise des pots en métal qui sont recyclés et recyclables et réutilisables. On a un packaging qui est aussi complètement made in France et 100% recyclable, zéro plastique, production à la demande. Et on a un produit, alors ça dépend des plantes, mais quand c'est par exemple des aloés, qui est 100% français, du packaging, du carton, de l'expédition, bref, tout est fait en France. Donc ça c'est assez cool. Et et on en est très fiers, et ça se développe bien. On a aussi une gamme textile, pareil, en coton organique. Et puis, on se développe en boutique. Aujourd'hui, on a à peu près 200 boutiques en France. On commence à se développer en Europe. Donc, c'est des boutiques du coup assez rapidement. C'est des boutiques qui vous revendent. C'est boutique. Donc, on a un réseau retail et également beaucoup de ventes web sur notre site. Donc, c'est partagé entre ces deux canaux. Ouais. Super. Et puis, on a aussi beaucoup de demandes en B2B. Pareil, alors je ne vais pas les nommer, mais de sociétés dans la cosmétique qui nous disent pour nos travailleurs, on voudrait des plantes personnalisées avec notre logo, notre petit message. Ça s'est beaucoup fait cette année en plus. Je pense que pour vous, c'est clair qu'il y a eu un bon time to market parce que les gens n'ont jamais passé autant de temps chez eux. Et moi, je sais que mon mari, il avait offert ça à tous ses salariés. Alors, à l'époque, il n'avait pas fait avec vous, mais ce sera peut-être les prochaines plantes. Il avait offert, en effet, avec un petit message personnalisé pour chacun de ses salariés, et les gens étaient hyper heureux. Enfin, c'est la petite attention qui touche beaucoup, quoi. Exactement. C'est que, comme tu le dis, le time to market était bon parce que, oui et non dans notre business, mais en tout cas sur les plantes, les gens étaient chez eux, donc ça permettait d'avoir effectivement une petite attention de leur employeur, petite ou grosse structure, mais sachant que les gens se voyaient pas, ils avaient une petite plante sympa avec un petit message sympa à côté de l'ordinateur pour bosser. À la maison ou au bureau, donc c'est vrai que c'était assez sympa et ça a bien marché. Ouais. C'est assez chouette. Après, sur le time to market, effectivement, nous cette année, ça a été quand même hyper compliqué parce que on a des activités qui étaient à zéro, quoi. L'événementiel, nous on a une grosse activité dans l'événementiel, il n'y a rien eu, zéro. Tout ce qui était atelier d'impression live, que dalle, pareil. Enfin, on a fait un event à Monaco quand il y a eu un déconfinement, et parce que c'était à Monaco et que c'était ouvert, mais encore les conditions étaient hyper strictes. Mais ça, c'était à zéro. Toute l'activité mariage, VJF, zéro, pareil. Et puis l'activité B2B a quand même été hyper calme. Vous avez dû mettre les équipes en chômage partiel? On a mis les équipes une semaine en chômage partiel. La première semaine du confinement. Et je pense que ça a été une pause générale pendant une semaine en France. C'est-à-dire que tout le monde était apeuré.
de se dire, OK, putain, on est en 2020, on va sur Mars. Par contre, il y a un putain de virus, tu me passeras l'expression, qui est là et on ne sait pas quoi faire et on bloque tout. Et la vie s'arrête. Et tu te dis, OK, la vie s'arrête, mais tu ne sais pas pour combien de temps. On te dit, non, vous inquiétez pas, il ne faut pas porter des masques. Alors que si tu réfléchis un petit peu, maladie virale, la première chose à faire, c'est de porter un masque. Enfin, ouais. Donc, bref, première semaine, et nous, tout s'arrête. Plus de vente web. Les dossiers en cours, on stoppe tout, on ferme, on rentre chez nous, on voit ça plus tard. Et là, on fait pas zéro de chiffre d'affaires, mais pas loin pendant une semaine, quoi. Et là, on se dit, OK, il y a 15 employés. Si ça dure un mois, c'est terminé, quoi. On met la clé sous la porte. Hein, c'est pas... Donc, non, ça a été hyper compliqué. Donc, on a fait le nécessaire pour travailler, se dire, OK, après une semaine, voire 2 semaines, l'activité web a quand même un petit peu repris. Donc, on a remis les équipes. Et puis, dans notre malheur, on a eu la chance d'avoir une consommation sur le web qui a bien fonctionné quand même. Hein. Faut être clair, hein, tous les acteurs du web, heureusement, ça a bien marché. Mais en fait, nous, si tu veux, ça a juste permis, entre guillemets, de combler le trou qu'il y avait par toutes les autres activités. Ouais. Oui, ça... le deuxième point, c'est que ça a rempli un vase vide d'un autre côté. Mais on a eu la chance aussi d'avoir quelques acteurs du prêt-à-porter français qui se retrouvaient avec de la marchandise bloquée dans des containers en Asie et donc ils ne pouvaient pas suivre toutes les demandes. Okay. Donc on a eu des belles commandes et c'est bien parce que pour le coup on s'est aperçu que les gens, s'ils le pouvaient produire en France. Toutes les grandes marques de prêt-à-porter pouvaient le faire. La question, c'était effectivement le timing et le prix. Donc, heureusement, l'industrie textile s'est un peu mis en marche sur ces éléments-là. Puis après, pour la fabrication de masques, mais c'est un autre sujet. Mais effectivement, nous, on a eu des grosses commandes d'acteurs français du prêt-à-porter pour produire et imprimer du textile, des collections, des commandes qu'ils avaient sur le web. Donc, on a beaucoup bossé. Au final, on a mis toutes les mesures sanitaires qu'on pouvait en place. On a vendu des masques qui étaient aussi fabriqués dans un atelier français certifié DGA. On a eu la visite des douanes pour contrôler tout ça, les mesures, les masques, etc. Donc, ça a été une grosse période fast. Ouais, costaud, et puis dans un contexte un peu psychologique de merde, hein, on va pas se le cacher. C'était pas la fête, quoi. Quand tu peux pas bouger, quand tu bosses beaucoup, que autour de toi, t'as quand même l'inconnu en face. Moi, sur le plan perso, c'était quand même mon père qui est décédé. Il y a eu beaucoup de morts malheureusement dans ma famille, des amis qui sont décédés de maladie. Enfin, ça a été un peu année catastrophique. C'était un peu compliqué, quoi. Plus l'arrivée de ton troisième enfant. Et l'arrivée de mon troisième enfant, ça a été le petit cadeau, cadeau du ciel. Tout s'est bien passé, donc non, super. Mais ça a été un moment de joie et de rafraîchissement dans ces mois, un peu infernaux. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, c'est le bonheur. C'est un peu perso, mais je dirais c'est l'autosatisfaction. De se dire, OK, je suis content d'avoir fait ça. Je suis heureux d'avoir fait ça. La réussite, c'est plutôt de me dire ça. Je suis bien content d'avoir pris un virage à 30 ans, comme beaucoup, et de se dire, OK, j'ai bien fait de changer. J'ai bien fait de prendre le risque. J'ai bien fait de me jeter à l'eau et de se dire on fait et puis on verra. Ouais. Et ça, je pense que on parlait au début de notre échange. Je pense que il y a eu dans notre génération, je parle, c'est peut-être moins le cas des générations qui arrivent là.
On a eu un peu le stéréotype du parcours tout tracé, de dire ok, bah tu passes ton bac, tu feras ton école, tu feras tes études et tu auras un travail et puis voilà. Et en fait, y en a beaucoup qui à 30 ans ou à 40 font un burn-out j'en peux plus de cette vie-là, ça me fait chier, c'est pas ce que j'ai envie. Et en fait, putain, mais tout le monde peut faire ce qu'on veut dans la vie. Je pense qu'il faut juste prendre le risque. C'est vraiment juste ça. Il faut juste prendre le risque. Et je pense que si on a assez débrouillard et qu'on s'en donne les moyens, on peut changer de vie. Peu importe ce que tu veux faire, je pense que si tu en as vraiment l'envie, la passion, tu peux le faire. Ça veut pas dire que tu vas réussir, hein. Tu peux te planter. Ça, tout le monde se plante. Les gens qui plantent des boîtes, ça arrive tous les jours. Et ça continuera d'arriver tous les jours. Mais c'est pas le problème de se planter. Le problème, c'est de le faire. Après, ça marche pas, bah, ça marche pas, tu feras autre chose et ça marchera après. C'est d'être passif sur ce qu'on a envie de faire, sur sa capacité. Puis aussi de s'en rendre compte, c'est pas forcément évident. Tu sais, parfois, tu es un peu dans un train-train, dans un rythme qui fait que tu calcules pas trop ce qui arrive autour de toi et ta vie. C'est quand un peu tu prends du recul, c'est quand on parlait effectivement d'éléments déclencheurs. Tu tombes malade, tu te fais virer de ton taf ou tu fais un burn-out, tu vois, de se dire ok, où j'en suis. Est-ce que c'est ça qui me plaît? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je suis bon là-dedans? Est-ce que je suis bon dans ce que je fais? Tu vois, c'est une question importante de te dire ok, je fais un truc, mais est-ce que je suis vraiment bon là-dedans? Est-ce que c'est fait pour moi? Tu sais, après, je pense que ça le fait d'être bon et le fait que ça soit que ce que tu aimes. Parce que tu peux être bon. Souvent, d'ailleurs, tu restes dans une zone de ce qu'on appelle la zone d'excellence où tu es excellent dans le truc, mais en fait, tu n'aimes pas ce que tu fais. Donc, il manque ce petit supplément d'âme qui fait que tu vas vraiment être à ta place. Ouais, complètement. Complètement. Il y a une expression, il y a un mot en africain, je sais plus quelle langue, mais qui dit né pour ça. Ça se dit nankama. Nankama, ça veut dire né pour ça. C'est-à-dire que chacun est né pour quelque chose, mais la difficulté, c'est de le trouver. Et c'est ça le plus difficile. Et de se dire, ok, bah parfois il faut se lancer, il faut prendre le risque. Tu vois, moi, j'ai eu 10 ans, j'avais un salaire confortable, j'avais pas de besoin de me risquer, mais j'ai pas envie de continuer à faire ça. Et j'ai pris le risque en me disant, ok, bah 30 ans, un loyer impayé, un bébé, une femme, ok, bah chômage, je lance une marque de t-shirt. Et c'est drôle en fait parce que enfin drôle, je sais pas si c'est le mot, mais en fait suite aux toutes les interviews que j'ai menées là pendant plus d'un an avec les podcasts, c'est vraiment un truc pour moi qui était vraiment obscur le fait d'avoir le nez pour ça, la mission de vie. Et au fil des interviews, c'est un truc qui est devenu une évidence en fait pour moi. Et c'est pour ça d'ailleurs, du coup, je me suis dit mais je discutais avec plein de gens sur les réseaux sociaux qui me disaient mais moi j'aimerais bien savoir ce qu'elle me raconte ma petite voix et tout, et donc je me suis dit ok, je vais créer un programme pour permettre aux gens en fait de découvrir pourquoi ils sont faits. Et là j'ai la première promo en fait qui est la promo de lancement et qui est en train d'avancer sur le cheminement, et c'est magique de voir les gens qui commencent à s'ouvrir, à découvrir ce pourquoi ils sont faits. Et là, il y a des gens qui continuent à s'inscrire, mais je vais refaire un lancement officiel quand j'aurai les premiers témoignages retour client. Mais c'est vrai que c'est assez magique en fait quand tu comprends ça et que tu vois que ça marche, c'est fou. Ouais. Écoute, tu sais, le plus dur, c'est sûr de le trouver, mais aussi, effectivement, comme on disait, de prendre les risques, de sortir un peu de sa zone de confort, et puis aussi d'avoir un peu le travail d'introspection, tu vois, d'analyse, de se dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'y aller, et est-ce que j'ai envie de me donner les moyens d'y arriver aussi, ce qui est pas forcément évident. Ce qui est loin d'être évident, quoi. tout simplement. Comment tu célèbres tes victoires? Écoute, je les célèbre pas trop. Je suis un éternel insatisfait.
je suis un éternel insatisfait. Ça va être très relou de bosser avec moi. Je le sais en plus, mais je suis jamais, tu sais, complètement. Je célèbre jamais, tu vois, quand on a un gros dossier, un gros truc. Et c'est vrai que parfois nos équipes nous le reprochent, tu vois, même Nicolas, tu vois, de pas assez célébrer, fêter un événement, tu vois, un gros contrat, un truc comme ça. Je vais plutôt le dire, ok, c'est cool, bon, maintenant, ok, next, comment on met en place, comment on fait, comment on s'organise. Ouais, je prends pas trop le temps de fêter, de célébrer. Je suis pas trop dans le. Je fête pas trop, ouais. Non. D'ailleurs, j'ai posé du coup la question à Nicolas de lui demander s'il avait un aveu qu'il ne t'avait jamais fait. Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? Un aveu qu'il m'a jamais fait. Putain, c'est une bonne question, ça. Non, je sais pas du tout. Alors, ça a été un cri du cœur. Chantilly, c'est loin. Chantilly, c'est loin. Je le comprends. Écoute, Nicolas, bientôt, on retourne à Paris. Je te le promets, on aura des bureaux à Paris. C'est promis. De toute façon, on aura un beau showroom avec plein de plantes. On aura une forêt tropicale dans plein Paris. Ça va être hyper cool. Écoute, c'est marrant. Et effectivement, Nicolas, il tape 200 bornes par jour en voiture pour venir au bureau. Waouh. Donc du coup, ouais, ça lui fait de la route. En fait, avant, on était à Saint-Ouen. Donc lui, il était pas très loin de Saint-Ouen. Moi, j'étais à Chantilly, dans l'Oise. Enfin, j'y suis toujours. Donc du coup, moi, je venais en voiture. Je mettais 45 minutes le soir. Et le matin, si je partais trop tôt, c'était 1h30 parce que plein de bouchons. Et on avait donc 20 mètres carrés de locaux. C'était un peu petit. Et finalement, on a cherché beaucoup de locaux. On regardait en région parisienne. C'était hors de prix. Et on a trouvé à Chantilly un local qui fait partie des Bâtiments de France, un ancien studio de photographie du groupe Canal+, etc. Enfin bref, truc super dans son jus. Et du coup, bah, on s'est installé à Chantilly et lui a déménagé pour aller sur une péniche au sud de Paris. Donc du coup, il est hyper excentré. Donc pour le moment, ouais, l'atelier, toute la prod est à Chantilly. Donc ouais, c'est compliqué pour lui. Maintenant, effectivement, dès que ça va, je dirais, réouvrir, que la vie normale reprendra son combat, on va se trouver des locaux sur Paris pour avoir un petit atelier pour prendre les commandes, avoir un petit showroom pour styler, pour les plantes. Voilà, on a plein d'idées. On a une super idée. Et il faut juste que tout ça puisse réouvrir et qu'on puisse sortir dehors sans masque, s'embrasser. Putain, reprendre la vie, bordel. Hein, ouais. Et il m'a dit que tu étais superstitieux. Ouais. Attends, plus je vieillis, plus je deviens superstitieux. C'est horrible. Parfois, je réfléchis et je me dis que je suis vraiment un gros débile. Pourquoi? Mais ouais, je pense que c'est aussi la traînée. Bah, tu sais, il y a des choses, je suis persuadé qu'elles portent malheur. Alors, tu sais, par exemple, dans un atelier, on avait un masque qui appartenait à Clément, qui était avec nous, qui avait son atelier. On avait un masque qui venait de je sais plus quel pays, tu vois, pas un masque africain, mais un masque peut-être qui venait de Bali ou autre. Et j'étais persuadé que ce masque, il portait la poisse, il avait l'œil sur nous et que il nous arrivait plein de merde, quoi. Et le jour où il est parti, ce masque, eh ben, l'embellit. Des bonnes nouvelles, crois. Plus de non, problèmes, mais moi, j'y crois. Hein. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas, mais moi, je partage ça avec toi. Ouais, non, mais je crois beaucoup aux ondes, tu vois. Je crois beaucoup aux ondes. Et il y a plein de petites choses comme ça. C'est pareil, on a plein de Lucky Cat, tu sais, les chats japonais, oui. Tu sais, qui comme dans la pub Ice-T, qui font le signe de la main là. Ouais. Exactement.
putain, il y en a, on a 10 sur le bureau, tu vois, des gros, des petits, il y a plein de Lucky Cat partout. Donc, ouais, il y a pas mal de choses comme ça où effectivement, ouais, il y a les choses qui, je ne l'explique pas, mais qui font que dans la vie, tu sais quand il va t'arriver des merdes. C'est comme quand j'ai les oreilles qui sifflent. Je sais pas si tu crois à cette théorie, mais dès que j'ai une oreille qui siffle, 2 jours après, il arrive une merde. Qui a eu une conséquence, qui a eu enfin une cause 2 jours avant, au moment où ça a sifflé. Mais tellement de fois ça m'est arrivé dans ma vie. Bah écoute, j'ai les oreilles qui sifflent de temps en temps, mais j'ai jamais fait attention à ça, donc j'y prêterai attention, je te dirai. Écoute, te focus pas trop là-dessus. Oui, non, mais bon, se dire mais tiens, c'est les petites choses. Ouais, écoute, moi j'ai ça, hein, et c'est que une oreille. Une oreille, c'est mauvaise chose, et l'autre oreille, c'est bonne chose. Voilà, ça fait partie des choses un peu débiles, inexplicables. Mais il me disait aussi qu'il me racontait une anecdote où vous aviez une commande avec plus de 2000 t-shirts et que tu ouvres un seul paquet, le seul où il y a un t-shirt avec un défaut. Ouais, mais ça, c'est exactement ça. Et en plus, les équipes le savent, ils ont pas de chance. Mais quand je vais arriver sur une prod pour checker, tu vois, je m'aide souvent un peu tout le temps dans les ateliers, regarder les prods, regarder ce qui est fait, contrôler, checker, discuter, voilà, prendre les infos. À chaque fois que je mets la main dans un truc, c'est là où il y a un problème. Et là, tiens, ça, il y a un problème de qualité. Tiens, ça, ok, il y a un petit défaut là-dessus ou il y a un machin. Alors que la prod, elle est bonne. Hein, il y a, je sais pas, 200 pièces où tu vois, il y a 10 prods qui ont été faites. Il y a 2000 pièces qui ont été faites dans la journée. Putain, je vais ouvrir un truc où je vais prendre le truc qui est pas bon, tu vois. Ou le truc où il y a, pas forcément bon, mais où il y a un souci, quoi, quelconque. Ouais, ça aussi, c'est une spécialité qui est assez désagréable pour moi et les équipes, parce que forcément, je leur dis que ça va pas et qu'il va falloir tout contrôler. Mais c'est vrai que putain, j'ai le don pour tomber sur les trucs qui bug. Comme Nicolas, tu vois, parfois il a des commandes un peu perso de tiens, il y a un ami qui veut un t-shirt pour son anniversaire, tiens, il y a ma mère qui voudrait un petit truc. Et ben, tu peux être sûr qu'à chaque fois, il y a tout le temps une petite couille. Un souci, tiens, on n'a pas été livré, tiens, ça a été, on l'a envoyé par la poste a perdu le colis, tiens, ça devait être imprimé en S, ça a été imprimé en S, tiens, enfin, tu sais, des petites choses, mais il y a tout le temps un truc. Pareil, on se dit à chaque fois, on ne sait pas comment c'est possible, mais il y a tout le temps un truc. Et on prévient les équipes, hein. On dit attention, faut pas que ça merde. Vous savez bien qu'il y a un chat noir sur ce truc-là, et ben tu peux être sûr qu'il arrive un truc. Limite, il faudrait pas le dire, quoi. C'est partie des aléas de la vie. Eh ben peut-être qu'il faudrait pas le dire, tu vois. Je sais pas. Il faudrait exorciser ça. Il faudrait acheter un Lucky Cat en plus pour le mettre sur le bureau. C'est ça. Je lui ai demandé s'il avait un message à te faire passer. À ton avis, ça peut être quoi? Ah putain. De revenir sur Paris. Non. Putain, je sais pas, de faire plus la fête. Dépense pas tout l'argent en pub Facebook. Ça m'étonne pas. Ouais, écoute, Facebook, on a donné beaucoup d'argent à Mark Zuckerberg. Il peut être content de nous. On lui a lâché beaucoup d'argent. Ouais, Nicolas gère les comptes. Lui, il gère les sous. Il fait en sorte qu'on soit payé, qu'il gère les comptes et qu'on dépense pas trop. Et puis, moi, comme je gère effectivement plus le marketing et la com, tu as compris, hein, c'est là où on dépense des sous, quoi. Donc, effectivement, on essaye de se calmer là-dessus. Et effectivement, on essaie justement aussi un peu de changer nos modèles économiques sur la pub, le SEA, le SEO, qui aujourd'hui, il y a des modèles qui deviennent un peu dépassés. Je pense que à l'époque, tu pouvais faire de la pub sur les réseaux sociaux avec une grosse rentabilité. C'est comme ça que beaucoup d'entreprises et de sites ont bien fonctionné. Aujourd'hui, il y a tellement de monde qui en fait que les coûts ont tellement augmenté que la rentabilité, elle est beaucoup plus difficile à atteindre. Et il y a un vrai problème
quand j'entends des conférences e-commerce, quand j'entends des agences parler à des nouveaux qui se lancent, ou même des confirmés d'ailleurs, hein, et qui leur sortent des conneries en leur disant bah voilà, vous vendez votre article 20 euros, vous avez dépensé 10 euros, bravo, vous avez gagné 10 euros. Faux. Ton produit t'a coûté 5 euros, t'as ton salaire à payer, tes machins, et en fait, t'es perdant. Ton modèle ne marche pas et tu vas te planter dans 1 an. C'est tout ce que tu vas faire. Et il y a un vrai sujet avec ça. Hein. Quand tu vois toutes les publicités, tu sais, t'as des espèces de mentors maintenant. Salut à toi, jeune entrepreneur, tu vois, qui te promettent un peu mondes et merveilles. Et non, les modèles économiques, c'est pas ça. C'est le modèle économique, c'est si tu fais pas du x3, c'est mort. Si tu fais pas du x3, que ce soit ce business-là ou un autre, hein, tu peux pas t'en sortir. Je parle pour du produit, pas du service. Hein. Et encore du x3, c'est un minimum. Et ça doit faire partie des choses qu'on apprend aussi en école de commerce. Quand on a plein de petits jeunes qui viennent en stage pour faire des stages marketing e-commerce, parce que c'est effectivement un peu à la mode, ils n'ont pas ce réflexe de rentabilité de se dire, OK, la pub, tu dépenses 50% de ton budget dans de la publicité, quoi. Imagine si ces 50% ils disparaissaient, tu serais hyper rentable, tu pourrais créer de l'emploi. Donc, il faut absolument s'attacher à trouver d'autres moyens que dépenser des tonnes et des tonnes dans la communication et du marketing. Sauf si tu en as vraiment les moyens, mais aujourd'hui, c'est des modèles qui tendent à changer avec l'ouverture des réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui vont changer, je pense, dans les prochaines années. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit Alain de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui ? Il dirait que, je pense qu'il dirait que c'est bien, il est fier. Il est fier de ce qui a été fait. Écoute, marié, 3 enfants, voilà, un job, la santé, à 40 ans, bon, le contrat est rempli, épanoui, ouais. Je me suis souvent posé, tu sais, la question, je pense que c'est tout le monde, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. Mais tu sais, quand tu es petit, tu te dis, je me demande je me demande où je serai en 2000. Je me demande où je serai en 2020. Je me demande où je serai en 2040. Ce sera quoi ma vie en 2040? J'avais souvent ces questions quand j'étais petit, de me dire, toi, qu'est-ce que tu ferais? Tel jour, à telle date, mais dans... Ouais. Qu'est-ce que je ferais? Ce serait quoi ma vie? Ce serait quoi mon métier? Où est-ce que j'habiterais? Ma maison, elle ressemblerait à quoi? Et d'avoir des étapes dans la vie de 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Là, je me dirais, effectivement, si je me reposais la question à 40 ans, je me dirais, ok, c'est cool. Je suis content de ce que j'ai fait. Pour le moment, a priori, les bonnes décisions, en tout cas, je l'espère. Et ouais, je pense qu'il serait plutôt content. Ouais. Quand on dit que dans la vie, on fait des choix, il y a des renoncements. Ça a été quoi tes renoncements en créant ta boîte? Le renoncement, tu sais, il a été premièrement sur l'argent, hein, le salaire. Hein. Pas se le cacher, quand tu montes ta boîte, tu gagnes pas tout de suite de l'argent. Sauf quelques rares exceptions, hein, ça c'est sûr. Mais ta boîte, d'abord, tu donnes beaucoup d'argent à la boîte, tu donnes beaucoup d'argent à Facebook, Mark Zuckerberg, etc. Mais non. Là, le renoncement, ça a été, je pense, un renoncement financier de se dire, OK, je mets une croix sur j'achète une maison, je mets une croix sur j'achète une voiture, je mets une croix sur OK, les vacances au ski, à la mer et le voyage à New York au printemps. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais, je pense que je me suis privé de pas mal de choses. Pour pouvoir penser à l'avenir. Et je pense que c'est ça qui a été un peu difficile. Tu sais, quand tu as une période de 30-40, la période 30-40 dans la vie, quand tu prends un peu de recul, c'est la période où tu t'es un peu établi dans la vie. C'est-à-dire que tu as un job, tu commences à bien gagner ta vie, tu as 1 ou 2 enfants, tu commences à avoir le package, hein, la maison, le chien, les enfants, les bons dîners entre copains, les voyages. Bref, tu profites de la vie, tu vois.
parce que tu commences un peu à en avoir les moyens, la santé, pas trop de problèmes, tout est à peu près OK. Et ben, quand tu montes une boîte dans cette période-là, et ben, tu es obligé de faire des croix sur tous ces plaisirs de la vie. Parce que les finances te le permettent pas forcément, parce que, OK, faut que tu bosses, faut que tu as ta boîte à monter. Et quand tu montes une boîte, parfois ça va pas. Parfois, il y a des grosses galères auxquelles il faut subvenir. Parfois, moralement, tu es à plat. Et que c'est pas toujours évident. Et puis tu as tes amis que tu vois bien vivre, profiter, pas forcément plus que toi, hein, mais tu vois, profiter de la vie différemment. Et tu te dis putain, moi aussi j'ai envie d'avoir une maison, moi aussi j'ai envie de voyager, moi aussi j'ai envie de ça, mais moi ma boîte, je l'ai montée il y a 3 ans et ou moins de 3 ans, et je peux pas aller voir la banque pour faire un prêt pour acheter une maison parce que j'ai pas 3 ans d'activité. Ou parce qu'il n'y a pas assez, ou parce que, enfin, tu vois, X choses qui fait que tu as des choix à faire. Et que, effectivement, entre le choix d'avoir quitté ma boîte et de me dire, OK, je bosse un peu dans le domaine du poker parce que je me fais plaisir, parce que c'est kiffant, parce que je rencontre plein de monde. Puis après, je monte ma boîte. Voilà, tu vois, il y a eu 4-5 ans dans ma vie où j'ai pas gagné d'argent, tu vois. J'en ai très peu gagné. Et c'est pas, pourtant, c'est pas la période où j'étais le moins heureux, hein. Clairement pas. Mais effectivement, tu mets des croix sur d'autres choses. Voilà. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans ton entreprise? Plus grande difficulté, écoute, je pense qu'un jour, c'était une grosse difficulté financière de trésorerie. On n'a jamais eu de problème humain. On n'a jamais eu de gros soucis sur tous les autres aspects sociaux, environnementaux, production, développement ou autres. Mais ouais, vrai souci financier d'un moment où tu es dans une période creuse, tu fais un mauvais mois, et puis en fait, en grandissant, ton besoin en fonds de trésorerie, il évolue. Et là, tu te retrouves avec tous les comptes dans le rouge. Tu sais que dans 3 mois, ça va être hyper bien, que tu vas avoir plein de business qui rentrent, mais il va falloir passer les 3 mois. Sauf que tu es déjà au taquet des découverts, tu n'as plus de sous, tu as des factures qui arrivent, et là, tu as les banques qui t'appellent et qui te disent « Oui, bonjour monsieur, écoutez, il va falloir mettre des sous là. Vous en avez pas? Ok, comment faire? Quand est-ce que vous en aurez? Dans 3 mois? Ah ouais, mais 3 mois, ça va être long, monsieur, comment on va faire? » Et c'est là où, là, ça a été des mois durs, pas du tout évident psychologiquement pour Nicolas et moi, parce que c'est là que tu te dis, ok, quand tu es au bord d'une barque, d'un bateau, que tout va bien, c'est cool. Quand tu es dans le creux de la vague et que tout le monde te lâche, quand je dis te lâche, c'est tes partenaires financiers et autres. Là c'est compliqué parce que tu te dis ok, t'es le seul à bord du navire, et la différence entre un employé et effectivement un chef d'entreprise, c'est que si tu te plantes et que tu plantes des grosses sommes et que tu as la responsabilité, tu risques d'être endetté pendant un sacré moment, et que ta maison, tu peux faire peut-être une croix dessus, il va peut-être falloir vendre la bagnole, il va peut-être falloir, enfin tu vois, c'est des décisions aussi de la vie qui sont pas évidentes. Donc ça c'était une grosse difficulté qui heureusement c'est très bien passé, qui a été plus courte que ce qu'on pensait, mais qui nous a donné aussi une petite leçon de vie et aussi une leçon d'entrepreneur. C'est effectivement pas mettre ses œufs dans le même panier, effectivement de penser aux besoins de fonds en roulement, de se développer avec toujours une capacité de cash flow et de besoins en trésorerie qui permettent de subvenir aux besoins, quoi. Mais ça n'a pas été évident. Ouais. C'est quoi tes plus grandes peurs? Mes plus grandes peurs, écoute, la santé, je pense que avec l'année qui vient de se passer, c'est la santé. Franchement, le reste c'est secondaire. Franchement,
que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, bah écoute, ça se passe pas bien, c'est pas grave parce que le jour où il t'arrive des merdes de santé que tu peux pas gérer, ouais, là t'as une vraie remise en question. Là, c'est des vrais problèmes. Les autres, bon, c'est financier, l'argent ça va, ça vient. Il y a toujours des solutions. Quand la santé ça va pas, là c'est dur. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Écoute, je suis le plus fier de quoi je suis le plus fier. Putain, j'en sais rien. Je suis pas quelqu'un de hyper fier en fait. Non, c'est vrai. Hein, je suis pas. Je suis pas. Bah, j'irais. Ouais, ce serait du projet réalisé avec Run Better, qui est le nom de la boîte qui a toutes les marques là, T-shirt Corner, Stylé, Prince Live, etc., etc. Je pense que ce serait ça et puis ma famille, évidemment. De se dire ok, bah on est 5, on est heureux, on est en bonne santé, on profite de la vie. Ouais, c'est cool. Il manque plus qu'une petite maison à Anglette près d'un spot de surf, puis quelques voyages à Sydney et à Tahiti et puis voilà quoi. Tout va bien. Et si une personne te rencontre, ne connaît pas le parcours, notamment les hauts et les bas de la vie d'entrepreneur, et te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre? Que la chance, il en faut, évidemment. Qu'il va falloir beaucoup de chance pour traverser toutes les étapes, qu'il y a forcément des questions de timing, de rencontres, d'idées qui marchent à un instant T, pas un instant X. Mais que la chance n'excuse pas tout, qu'il faut d'abord beaucoup d'investissement et des sacrifices. Et je pense que si tu t'investis, les sacrifices, ils sont pas compliqués à faire. Mais il faut juste, tout est une question de se donner les moyens. Encore une fois, je reviens un peu à ce qu'on a dit précédemment, mais aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose, tu as tous les moyens pour y arriver. Il faut juste un mental, une volonté d'acier pour le faire. Mais tout est possible dans la vie. Et c'est ça qui est quand même formidable, c'est que si tu en donnes vraiment les moyens, la volonté, tout ce que tu peux faire, tu peux réellement le faire. Voilà, si tu deviens un grand sportif dans un truc, ok, bah tu t'entraînes jour et nuit. Si tu veux monter un truc dans tel domaine, ok, bah tu bosses jour et nuit. C'est juste une question de volonté. Les journées, elles font que 24 heures et le temps, il est court. Et si tu veux s'en donner les moyens, bah il faut persévérer et se donner à fond. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu donnerais aujourd'hui? Ouais, j'aurais aimé qu'on me dise plus jeune, lance-toi, fais ton truc, fais un truc qui te ressemble. Ça, je pense que c'est un conseil qu'on m'a pas assez donné ou que j'ai pas écouté, pas entendu. Mais ouais, lance-toi, fais ce que tu veux faire, fais ce que tu veux faire, mais fais-le bien. Juste qu'on me dise, je pense qu'on me dise ça. Tu veux faire ça, fais-le, mais fais-le bien. Et c'est quoi le meilleur? Non, le meilleur, c'est, je pense, le meilleur, c'est fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu as envie. Et je pense que je suis pas trop mauvais là-dedans, dans le sens où j'aime bien faire ce que je veux. Je pense que je suis un peu têtu, ça c'est sûr. Mais je sais que si je fais une chose, je vais bien le faire. Je vais m'en donner les moyens de bien le faire et de le faire correctement et que ça fonctionne. Tu sais, on parlait de Nankama, de Né pour ça. Moi, je crois que, tu sais, il y a des gens qui sont hyper bons dans un domaine, qui sont, voilà, peu importe le domaine, hein, que ce soit artistique, sportif, ou, enfin, mais qui sont excellents. Ils le trouvent tôt ou tard. Et moi, je pense que j'ai la capacité d'être bon dans plein de choses.
C'est con à dire, hein, et c'est pas du tout pour me la raconter. C'est pas ça, mais je pense que j'ai une faculté, c'est de pouvoir être touche à tout, de faire plein de choses et d'être pas excellent, mais bon pour suffisamment bon pour en prendre plaisir et pour pouvoir le faire, tu vois. Et donc c'est pour ça que j'ai fait plein de choses et que je suis un peu aussi à me dire quand je trouve quelque chose qui me plaît, je le fais à fond. Tu vois, que ce soit un sport, un art, de la musique, un truc. Je trouve un truc qui me plaît, je passe mon temps dessus, quoi. Voilà. Tu donnes les moyens. Ouais, exactement. C'est quoi tes prochains défis? Les prochains défis, écoute, les prochains défis, ça va être de lancer Green Prince. Aujourd'hui, on navigue, nous, dans un domaine, un écosystème qui est effectivement le textile qui est un des secteurs les plus polluants à cause de l'eau, à cause de l'utilisation de l'eau et je pense aussi de l'empreinte carbone qui peut être laissée, même si l'empreinte carbone c'est un autre débat. Mais effectivement, on navigue nous dans un univers, on fait du t-shirt au sens large, je prends par t-shirt tout le textile. Et je pense qu'on fait du coton bio, on essaie de se donner les moyens, mais qu'on peut faire mieux. Donc le prochain défi, ça va être d'essayer de faire mieux, de produire plus en local. Je pense que le confinement a été une bonne démonstration pour se dire ok, on peut peut-être faire autrement. Alors ouais, ça va coûter plus cher, oui c'est sûr, mais on peut peut-être faire autrement. Oui, ça va être plus long, mais on peut peut-être faire autrement. Et c'est de se donner les moyens et de donner les moyens avec les gens avec qui on va bosser, de leur dire ok, on peut peut-être faire autrement. Vous vouliez du pas cher, ok, mais on peut peut-être changer les choses à notre niveau. Hein. Je suis pas en train de prêcher des grandes paroles de changement ou autre. Je suis qu'un petit pion. Juste de se dire on va essayer de changer les choses, voilà, à notre échelle qui sera minime, mais comme on dit, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Carrément. Donc, ce sera ça le prochain défi, d'avoir un côté plus green. On l'a déjà fait avec les plantes. Ça nous tenait aussi à cœur d'avoir, je pense aussi de faire ça, parce que moi et Nicolas, on aime bien les plantes, les fleurs. Nicolas, aime bien la nature, la terre, etc. Moi aussi, je pense que c'est un peu dans nos racines. Donc ça va être les prochains défis, de changer un petit peu ce qu'on fait pour le faire encore mieux. Super. Avant, la dernière question pour le podcast, c'est de dire merci. Donc, j'ai demandé à Nicolas pourquoi il avait envie de te dire merci. Et il souhaite te remercier d'être venu le chercher et de lui avoir posé la question de l'association. Donc, je te passe le message. Et toi, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ? Écoute, je vais dire merci aussi à Nicolas, hein, parce que sans lui, l'aventure n'aurait pas été possible. Parce que il a dit oui, parce qu'il a cru au projet que je lui vendais, qui n'était pas le plus vendeur. Parce que vivre à deux, c'est pas évident aussi. Hein, tu sais, on se voit plus que nos femmes depuis 5 ans. C'est pas évident. On essaye toujours un peu de mettre de l'eau dans notre moulin, dans notre vin, pardon, et de comprendre les choses, d'être dans la discussion, etc. C'est pas évident aussi quand tu sais, t'as été ami, etc. De toujours être dans une relation aussi, je dirais un peu aussi d'associé, de business. Donc voilà, c'est pas évident. Hein. C'est pour ça que c'est cool, parce que ça marche bien. Et quand tu vois d'autres associations qui sont plus compliquées. Et des gens qui se splitent, les associations, ça se termine souvent aussi par des histoires un peu tristes de gens qui étaient amis, qui se sont embrouillés à cause d'histoires, de machin. Je pense qu'avec Nicolas, on essaie de faire la part des choses. On est tous les deux assez, avec nos caractères aussi, très différents, mais avec assez de recul et d'humanité, je pense, pour prendre un peu de recul sur les choses et pour s'entendre. Donc, je le remercie pour ça. Voilà. Génial.
Eh bien, un grand merci Alain. Et puis, je mettrai le lien sur les réseaux sociaux et puis sur le blog pour pouvoir permettre aux personnes de découvrir votre univers et vos magnifiques produits. Yes, avec plaisir. Merci à toi, Charlotte, de m'avoir fait parler pendant ces deux heures. Je ne sais plus exactement. Avec plaisir. Ouais, on a été très bavards. Ouais. Je regarde l'heure là. Écoute, hyper sympa et très content de faire partie du programme. Et voilà, c'est cool, que du bonheur. Ouais, chouette. Merci beaucoup, Alain. Un grand merci à Alain de m'avoir recontacté pour nous partager son histoire. J'ai à cœur de mettre en lumière des parcours de vie très différents, car je sais qu'en fonction de qui l'on est, tous les parcours ne résonnent pas de la même façon. Je vous dis à demain pour la newsletter hebdomadaire et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?